Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais me contenter de rappeler l'idée de la rencontre d'aujourd'hui et de présenter nos trois intervenants. Je vais évoquer pour ça le numéro d'Agir par la culture, donc, qui est le magazine édité par PAC, c'est un mensuel politique et culturel. On a consacré notre dernier dossier à la question du langage et de discrimination, il s'appelle Mauvaise langue. Vous le trouvez ici à l'entrée. Il est gratuit. L'abonnement, j'en profite pour rappeler que l'abonnement en Belgique est totalement gratuit et que tous les articles du magazine se trouvent sur le site internet www.agirparlaculture.be. Donc ce numéro est consacré à la question de discrimination et du langage. On s'est demandé de quelle manière le langage pouvait participer aux discriminations. Pour ce faire, on a évoqué à la fois les dogmes orthographiques estimés indéboulonnables et sacrés qui rendent l'accès à la langue très compliqué en font une petite distinction. On a évoqué la glottophobie, c'est-à-dire l'ensemble des discriminations dans le choix ou la manière de parler une langue jugée non légitime, incorrecte, non acceptable ou inférieure. On a évoqué les insultes et leur relation avec les grands systèmes de domination, le sexisme dans la langue française et la langue administrative comme créatrice d'une fracture linguistique entre certains usagers et les services publics. Deux prolongements à ce numéro, le futur numéro, donc le numéro prochain, qui va s'appeler Changer les mots, changer le monde, point d'interrogation, où on s'interroge à la manufacture des mots et on se pose la question, est-ce qu'il suffirait de changer les mots pour changer les représentations et le monde. Et puis, autre prolongement, c'est le débat qui nous occupe aujourd'hui, avec trois intervenants. Le débat prolonge nos questionnements en se demandant dans quelle mesure la langue reflète ou crée des discriminations ou des situations de domination. Est-ce que le langage redouble ou alimente des discriminations déjà fictives, à l'emploi, au logement, dans la vie quotidienne? Est-ce que le langage redouble ou alimente des processus comme le sexisme, le racisme, le classisme, l'homophobie, etc. Inversement, est-ce que le langage peut lutter contre ces discriminations, ces oppressions, ces dominations, si on le subvertit, si on le modifie, par exemple, de l'écriture inclusive dont on parle beaucoup. Bref, le langage qui est un outil de domination peut-il devenir un outil de résistance? Pour réfléchir à ces questions, nous avons trois invités. Jessie Cormon, qui est sociologue à l'association Phare pour l'égalité, basée à Lille, qui est un organisme d'intervention sociologique et de formation. Il est également membre du collectif Malouchion, qui regroupe des militants qui mettent leur savoir et connaissances au service des mouvements sociaux. Il anime aussi de nombreux ateliers en éducation populaire, dont des ateliers de réflexion justement sur la langue et ses usages, où il réfléchit aux moyens de s'émanciper de ces dominations. Il est co-auteur également avec Saïd Bouhanama et Yvon Sotia du dictionnaire des dominations de sexe, de race et de classe. À ses côtés, Laurence Rosier, qui est professeur de linguistique à l'ULB et analyste du discours, spécialiste des insultes. Elle signe d'ailleurs un article dans le dossier Mauvaise langue à ce sujet, une interview plutôt. Elle est auteure du petit traité de l'insulte et plus récemment du livre De l'insulte aux femmes, qui traite plus spécifiquement de la violence verbale envers les femmes. Elle est également commissaire de l'exposition Salope et autres non-oisettes, qui va être remontée à Saint-Gilles à la Maison du Livre au mois de mai. Elle a également été très en pointe médiatiquement, on l'a beaucoup vu lors des récentes et récurrentes polémiques sur l'écriture inclusive. Enfin, Stéphane Paquet, qui travaille au sein de Commencer Action Culturelle, qui est coordinateur du réseau Écrivain Public du Liège, qui est un service d'accompagnement gratuit proposé à toute personne désirant une aide pour rédiger un document et qui est également destiné à lutter contre les injustices liées à la langue. Dans ce cadre, il a beaucoup réfléchi au rapport entre pouvoir et langue et aux moyens de contrer les inégalités linguistiques. Et j'ai signé un article dans le magazine sur la langue administrative comme créatrice d'inégalités. Et d'ailleurs, moi je vais te laisser tout de suite le micro pour que tu évoques avec nous cette problématique.
Voilà, donc je vais vous parler effectivement plus particulièrement du projet Espace Écrivain Public que PAC développe depuis près d'une vingtaine d'années maintenant et que j'ai le plaisir de coordonner depuis 9 ans au départ de la régionale de Liège, pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Et plutôt que de vous expliquer dans le détail en quoi ça consiste tout de suite, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite à l'initiative du réseau des écrivains publics de Verviers, qui présente en 2 minutes le travail de l'écrivain public. Donc voilà, on le voit dans ce petit clip, qu'on a 3 personnes qui sont confrontées à 3 situations différentes, qui peuvent être des situations par rapport à l'école, des situations par rapport à la radiation du domicile ou des situations par rapport à la recherche d'emploi, et que face à ça, toute personne, de différents milieux qu'elle vienne, de différents types qu'elle soit, peuvent être confrontées à des difficultés de compréhension, des difficultés de rédaction, ce qu'on peut appeler parfois l'angoisse de la page blanche, ce qu'on peut appeler parfois une difficulté de compréhension ou bien une difficulté de maîtrise de la langue française. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir des situations de plus en plus critiques qui se présentent, des personnes qui peuvent se trouver dans des situations d'injustice et de détresse sociale parfois, et donc c'est là que l'écrivain public intervient. Et donc on le lit à la fin de la vidéo, parce que la nécessité de communiquer par écrit est omniprésente aujourd'hui. Les écrivains publics mettent leur plume au service du citoyen. Donc nous sommes toujours et tous confrontés à la communication écrite, et cette communication est de plus en plus complexe. J'imagine que toutes et tous, dans votre vie quotidienne, vous avez été un jour ou l'autre confrontés à un document administratif un peu compliqué, à des démarches à devoir faire auprès d'une administration pour l'emploi, d'une administration sociale ou n'importe quel type d'administration. On se rend compte que le discours, le langage est de plus en plus technique, est de plus en plus ardu et de plus en plus difficilement compréhensible par les citoyens. Et bien souvent, on voit des gens, si nous-mêmes on a des difficultés, imaginez les difficultés que des personnes qui maîtrisent mal la langue, qui viennent d'arriver sur le territoire, qui veulent faire valoir des droits à titre de séjour ou des droits à des allocations d'emploi ou des choses comme ça, peuvent
rencontrer comme difficulté. Et c'est là que on peut voir une fracture linguistique qui est de plus en plus importante. Parce que des gens, face à ces difficultés, ne peuvent plus réclamer l'aide sociale, ne peuvent plus remplir des documents d'embauche, peuvent se faire radier du forum parce qu'ils ne remplissent pas assez les CV, les lettres de motivation et qu'ils ne rentrent pas dans les conditions où ils sont activables. Et donc, face à toutes ces injustices, il y a des essais de réponse, des débuts de réponse qui existent. Et celle dont je voulais vous parler, c'était vraiment les écrivains publics. Donc, au sein de la régionale PAC de Liège, il y a une vingtaine d'années, des bénévoles sont venus, ont interpellé les permanents là-bas, les institutions de PAC, et on dit, voilà, on constate qu'il y a des gens qui, étant illettrés, étant analphabètes, ne parviennent plus à faire valoir leurs droits et se retrouvent dans des situations impossibles. Et donc, on a envie de réactiver ce vieux métier qui était presque disparu, qui est le métier d'écrivain public. Alors, pour en parler très rapidement et très brièvement, le métier d'écrivain public, c'est un métier qui apparaît plus ou moins avec l'écriture. Donc, c'est le scribe. Le scribe, au tout début de l'écriture, en Égypte, en Mésopotamie, c'est vraiment quelque chose qui est mal connu, qui est mal réparti, c'est l'écriture. C'est l'apanage des puissants, c'est l'apanage des scribes. Et donc les scribes écrivent pour les rois, font les textes de loi, font les comptabilités, etc. Et ça reste eux qui maîtrisent l'écriture. Et petit à petit, l'écriture va se démocratiser. Petit à petit, les gens vont apprendre cette écriture. Et on va voir que tout le monde n'apprendra pas l'écriture, n'apprendra pas l'écriture de la même manière. Et donc, il va toujours y avoir les notaires, les avocats qui feront la veille d'écriture, l'écriture administrative, et les gens qui, souvent, n'ont pas réussi les études de notaire, n'ont pas réussi les études d'avocat, qui font les écrivains publics, alors, et donc qui, dans des petites échoppes, sous les arcades, au cimetière des Saints Innocents, même à Paris, rédigent pour quelques pièces, pour les gens de petites conditions qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas cet accès à l'écriture. Et donc, on voit au fil de l'histoire que les écrivains publics vivent, disparaissent, réapparaissent, et c'est vraiment, on peut constater que c'est au moment où la maîtrise de l'écriture est la moins bien partagée que l'écrivain public que l'écrivain public a vraiment le vent en poupe. Donc moins les gens savent bien maîtriser l'écriture, plus l'écrivain public est une fonction, est une profession qui existe et qui a du succès. Alors, on peut se poser la question, vu qu'il y a de plus en plus d'écrivains publics pour l'instant et que la fonction est en train de renaître de ses cendres, parce qu'elle n'est pas trop disparue du XIXe siècle, qu'est-ce que ça veut dire sur la situation que nous vivons aujourd'hui, où l'écriture devient un bien de moins en moins bien partagé. Donc là, les écrivains publics, au début des années 2000, en Wallonie, ont réapparu. Il y a des formations qui ont été organisées. Et il y a un réseau qui s'est développé. Il s'est développé petitement à Liège, et puis il a été très rapidement repris par tout le mouvement PAC, qui a vraiment développé ça sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on retrouve des écrivains publics de Welkenrad à Tournai et de Visé à Couvat, et de Bruxelles aussi, beaucoup d'écrivains publics. Et d'ailleurs, je pense, une formation d'écrivains publics qui a lieu pour le moment, et peut-être certains futurs écrivains publics qui sont là aujourd'hui. Donc, voilà. Et aussi, donc, les écrivains publics travaillent sur ça, sur ces difficultés sociales, sur cette fracture linguistique, et donc, à leur échelle, luttent à la fois par la permanence d'écrivains publics, mais aussi de plus en plus en diversifiant les activités, que ce soit par des ateliers d'écriture, par des actions collectives, par des
ateliers de récit de vie, de mémoire collective, voilà, tout type d'ateliers, les écrivains publics travaillent à rendre la parole aux gens et à permettre aux gens de faire valoir leurs droits, de défendre leurs droits face à l'écriture. Vraiment, ces gens qui ne maîtrisent plus l'écriture n'ont pas accès à la parole publique, n'ont pas accès à la défense. Prenons par exemple une personne qui se fait radier du CBS ou du Forum, une personne qui est confrontée à une facture d'un opérateur téléphonique ou d'un opérateur énergie et qui se retrouve avec des centaines, puis des milliers d'euros peut-être à payer si un huissier s'en mêle, parce qu'il ne parvient pas à faire valoir son droit et à se défendre par un manque de maîtrise de la langue française qui, comme je l'ai dit, devient de plus en plus obscure, de plus en plus difficile à comprendre. Et pour dire deux mots aussi sur la langue administrative, on peut se demander pourquoi cette langue administrative devient de plus en plus opaque. Est-ce que c'est une volonté d'être de moins en moins intelligible, ou pour exclure les gens, ou une volonté aussi de se protéger un maximum, de limiter au maximum les cas de recours possibles pour que, à la fin, on arrive à la plus grande protection possible de la personne qui fait le texte, mais la moins grande intelligibilité possible pour les personnes qui doivent lire ce texte. Et donc, les écrivains publics sont vraiment des médiateurs entre ces textes administratifs compliqués et des personnes qui ont des difficultés à comprendre et à lire ces textes. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que l'écrivain public prête sa plume, écrit avec la personne et pas pour la personne. Que l'écrivain public est là pour utiliser les mots de la personne, pour que enfin la personne puisse se réapproprier ces mots et faire valoir ce qu'elle est, et non pas avoir des courriers tout faits qui ne reflètent pas ce qu'elle a envie de dire ou ce qu'elle a envie de faire passer. Et donc là, c'est vraiment le travail de l'écrivain public dans la permanence d'écrivain public. Mais on voit aussi de plus en plus d'écrivains publics qui se forment à des techniques comme les ateliers d'écriture ou comme le recueil de récits de vie, et qui, à partir de ce moment-là, vont dans des groupes de français langue étrangère, dans des groupes de réinsertion socio-professionnelle, pour rendre la parole aux gens et leur permettre de mieux s'approprier la langue française et de aussi, à terme, pouvoir faire valoir, défendre leurs droits. Et en fait, ça pose une question. Parce que les écrivains publics sont des bénévoles qui exercent un service gratuit et confidentiel. Et ces bénévoles, donnent de leur temps, agissent contre cette fracture et décident de lutter. Mais on se rend compte petit à petit qu'on est quand même, au sein des réseaux d'écrivains publics, de plus en plus seuls, qu'on est un petit peu les Don Quichotte de la fracture linguistique, et que c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte par les services publics, c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte par les pouvoirs publics. Et donc, il y a vraiment là un travail à faire de simplification administrative, et d'une vraie simplification administrative, et d'une compréhension, d'une simplification de la langue administrative, un travail à faire important dans l'enseignement du français, dans l'enseignement du français langue étrangère, et que là, ce ne sont pas une centaine de bénévoles, quelques dizaines de bénévoles qui vont pouvoir faire ce travail-là, mais qu'il y a un vrai travail à faire par les services publics, avec les pouvoirs publics. Et là, c'est vraiment dans les missions du mouvement PAC en tant que mouvement d'éducation permanente, d'interpeller par des articles, d'interpeller par des conférences comme aujourd'hui, d'interpeller par la force du réseau des écrivains publics sur toutes ces questions-là et sur le fait de rendre la langue accessible à tous et de ne plus renforcer les inégalités par le langage administratif. Voilà. Merci Stéphane. Du terrain des inégalités administratives, on passe avec Laurence Rosier à un autre univers, celui des insultes.
notamment les insultes faites aux femmes, ce qu'elles signifient, ce qu'elles disent de notre univers social et des processus de discrimination, d'assignation, d'interpellation, mais aussi quels sont les moyens de s'en sortir par la langue et le discours. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là et de pouvoir échanger. J'ai prévu en fait des exemples un peu phares pour illustrer mon travail, et vous verrez qu'on sortira tout de suite du pur sexisme au sens historique du terme, c'est-à-dire la discrimination à l'égard des femmes, puisque je l'étends notamment aux discriminations à l'égard de la communauté LGBTQI aussi. On peut mettre le second slide. Premier exemple, justement dans le domaine de l'injure aux homosexuels, il y a un procédé, finalement, c'est très dans la lignée des travaux de Michel Foucault, qui consiste à objectiver ce qui normalement est une insulte. C'est ce que dit Héribon quand il dit « l'injure me dit ce que je suis dans la mesure même où elle me fait être ce que je suis », en montrant que les catégories homosexuelles et transsexuelles ont été vues par une série de psychanalystes, une série, pas tous, comme relevant alors ce que lui a appelé une injure diagnostique. C'est-à-dire qu'on donne un mot qui peut être vu comme clivant en faisant un diagnostic. Et cet usage, si vous voulez, on peut passer au slide suivant, il est utilisé tous les jours, notamment par Alain Destec, je peux tous les jours recueillir des manifestations d'insultes de sa part, mais cet exemple où il traitait Laurette Onkeling de cette manière en disant « médecin, je peux juste assurer que son cas relève de l'hystérie », il y a, vous voyez, ce mécanisme d'objectivation et de dire « ce n'est pas une insulte, puisque c'est un diagnostic ». Alors, on a parlé d'écriture inclusive, et vous allez voir que tout ça va se mêler. Quand l'écrivain Pascal Bruckner qualifie l'écriture inclusive de mélange de crétinisme et de totalitarisme, il s'est demandé pourquoi les pédophiles en seraient exclus. Il a dit ceci: je suis contre l'écriture inclusive, changer la langue c'est toujours très dangereux. Prenant l'exemple du Canada pour appuyer son propos, l'écrivain a énuméré les catégories que concerne la dite écriture inclusive, LGG, BDDT, on voit évidemment que là il y a une stigmatisation, et pour montrer l'inanité d'une telle règle selon lui, Pascal Bruckner, ça leur permet une touche d'ironie. Et on a oublié les onanistes, les fétichistes et les pédophiles, on ne voit pas pourquoi ils seraient exclus. Et donc vous voyez que d'une question langagière, d'une objectivation et des stigmatisations, eh bien, autour de ces questions d'écriture inclusive, on retrouve en fait l'ensemble. C'est pour ça aussi, je plaide pour ne pas qu'on hiérarchise les luttes, notamment des féministes ou des communautés LGBTQI, puisqu'on est sans cesse à rappeler nos priorités. On va toujours penser à l'égalité salariale avant le reste, alors qu'il y a évidemment un continuum dans toutes ces revendications. Alors, encore un petit exemple ici à propos de l'écriture inclusive. Marre de ces féministes, cela devient risible et irritant. Une pompière, moche, c'est moche. Une femme pompier, d'accord. Et pourquoi ce débat intéresse toujours des castratrices avec une tête de mec? J'aime les queues, moi, mesdames. Alors, c'est le genre de choses que je reçois régulièrement, mais qui montre aussi que la seule féminisation est encore remise en question, alors que normalement, on pensait évidemment que ça, c'était au moins acquis. Alors, dans le cadre donc, de la manière dont je travaille, alors je dirais en linguistique et surtout en analyse du discours, puisque je travaille moins sur la langue et ses règles que sur les usages de ces discours, mais l'idée évidemment, c'est l'usage qui fait les règles, je crois qu'on a tendance à l'oublier. Il est clair que ce qu'on fait avec le discours, on pense, on classe, on dénomme. Le nom, c'est le degré zéro de la catégorisation. Ensuite, on interpelle, et puis il y a la question de est-ce que dire, c'est bien faire? Est-ce que dire, c'est produire un effet? Et quel effet produit-on? En général, on parle d'un effet d'assignation ou d'un effet de perlocution, c'est-à-dire le langage me fait un effet. On peut dire tes mots me font mal, par exemple. D'accord? Alors tout ça se joue évidemment, ces questions d'assignation, elles sont intimement liées
à ce que j'ai, typologie, je me suis nourri évidemment de pas mal de travaux sur la question, qui affine la question des stéréotypes. Alors on a évidemment les sexotypes. Ça peut être un sexotype salope, par exemple, c'est un sexotype macho, c'est aussi un sexotype, PD, Gwyn, etc. Les ethnotypes, alors ce sont les termes qui relèvent de l'ethnotypification, c'est-à-dire ce qu'on appelle race ou racisé. Les sociotypes, c'est tout ce qui regarde des catégories socioprofessionnelles qui sont liées par exemple, les caractéristiques stéréotypiques négatives du fonctionnaire, qui est paresseux, qui parle le vendredi à 15h, etc. Ça fait partie des sociotypes, où les professeurs ont beaucoup de vacances, ce genre de choses. Et les ontotypes, alors les ontotypes, en fait, c'est ce qu'on considère comme l'essentialisation. Alors ça il peut avoir un côté positif ou amusant. Par exemple, Gaston Lagaffe n'existe pas sans le fait de faire des gaffes, des gaffeurs de façon essentialiste. Mais quand cette caractéristique devient une caractéristique comme par exemple celui qu'on va nommer de façon un peu bonhomme, oh le gros, bonhomme, c'est sympathique, mais ça veut dire qu'on l'essentialise dans une caractéristique physique qui peut évidemment être un stigmate. Et on peut ontologiser un sexotype, un ethnotype ou un sociotype, quand on dit tous les profs sont fainéants, on ontologise le sociotype, ou toutes les femmes sont des salopes, on ontologise ces sociotypes. Alors, un petit exemple pour vous montrer aussi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et sur la manière aussi, évidemment, aujourd'hui, où l'insulte, via les réseaux sociaux, est augmentée. Je ne parle jamais de virtualité, parce que la violence, au contraire, est augmentée par le numérique, puisqu'elle est multipliée par ces modes de diffusion et de représentation. Ici, évidemment, sous couvert d'une image amusante où on compare Macron à Laurel et Hardy et Brigitte à Zira de la planète des singes, il est clair que même si on peut remonter à une tradition politique au 19e où l'homme politique est représenté en singe, on sait évidemment que ça touche. George Bush a aussi été représenté en singe, mais quand on représente Taubira en singe, est-ce que c'est la même chose? Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est chaque fois comparer pour voir quels sont les sociotypes, sexotypes, etc., qui sont accumulés et qui sont dissibles ou non. De même, avec toujours Madame Macron, la femme de Macron sera la première vieille dame, avec cette idée que finalement, l'insulte c'est aussi un trait d'humour. C'est ce qui est défendu aujourd'hui pour dire que finalement, on exagère dans notre demande de surveiller, d'avoir une certaine éthique langagière. Alors je ne défends pas du tout, je ne suis pas une policière de la langue, je demande juste qu'on ait une éthique qui réfléchisse entre pragmatique, oui les mots sont faits pour être réutilisés, et puis une éthique parce qu'il y a des mots qui ont acquis une histoire, une mémoire, et qu'on doit utiliser avec des pincettes. Alors dans le cadre de l'assignation et de l'interpellation, mes travaux se situent justement dans le cadre de l'intersectionnalité, par des exemples. C'est assez amusant parce que ce sont chaque fois des cas de théorisation qui se sont faits par des entrées extrêmement intimes et subjectives. Quand France Fanon, militant et penseur anticolonialiste, raconte la manière dont il est dans les bras de sa mère et quelqu'un dit tiens, un nègre, il est nommé, dénommé, et de façon d'ailleurs délocutive, on ne s'adresse pas à lui, on en parle à la troisième personne, et c'est ça le déclic d'une assignation raciale. Louis Althusser, lui, êtes-vous là-bas, prend comme exemple l'interpellation policière, dans l'idée que là on est dans l'espace public et qu'on se fait interpeller en tant que citoyen-citoyenne par les appareils idéologiques d'État, donc en l'occurrence là, la police. La réflexion de Judith Butler, et je pense que aujourd'hui, il ne faut pas qu'on brûle des effigies de Judith Butler au Brésil, pour toutes les questions de genre. On est après, je crois qu'il y a eu
un développement de ce qu'on appelle les gender studies, mais avec notamment le mouvement de la Manif pour tous, hein, avec ce qu'on a appelé les théories du genre, on les a stigmatisées, diabolisées, et elles sont fragiles, ces études. Donc là, ça fait 1 an qu'il y a un master genre à l'ULB, et voilà, il a beaucoup de succès, et en même temps on sent que c'est fragile. Elle est dite to be called a name, c'est-à-dire que dès qu'on reçoit un nom, ben, on existe, mais c'est déjà une première interpellation. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent changer de nom par la suite. Et elle développe quelque chose qui est extrêmement intéressant sur ce pouvoir de la parole. Alors, la parole, elle n'est pas magique. Hein, si on disait abracadabra et qu'on pouvait changer les choses, hein, ça c'est dans les contes de fées. Mais elle prend l'exemple de pouvoir dire à l'armée « je suis homosexuel », en distinguant « je suis homosexuel », ça ne va pas performer l'homosexualité. Parce que il y avait l'idée que le mot allait être contagieux, c'est-à-dire la personne qui disait « je suis homosexuel », tous les adjudants et les autres allaient le devenir, mais par contre, il y a une performativité dans l'acte même de dire. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport au pouvoir du langage. Et puis je rajouterai aussi Édouard Louis, qui travaille dans la lignée aussi des Rivons que j'ai cités, qui lui raconte aussi la manière dont il a été stigmatisé avec C'est toi le PD, qui était aussi une manière évidemment de stigmatiser, même si cette appellation a pu être, et ça aussi c'est dans la lignée de Butler, retournée. Pourquoi est-ce que certaines insultes peuvent être retournées et détournées pour devenir des mots de lutte, mais ça ne marche pas à tous les coups. C'est là que je dis que c'est pas magique. Par exemple, le terme salope, le retourner, ça marche pas très bien. Bitch marche mieux. Qu'est-ce qui fait que certains mots peuvent être retournés? Est-ce qu'ils ne charrient quand même pas encore les stéréotypes dans ces retournements? Donc oui, ces questions ne sont pas simples, évidemment, mais sinon, c'est déjà fait. Alors, pour vous montrer ces exemples d'interpellation, et là, c'est une interpellation sexiste, c'était même avant MeToo, par exemple, la chanteuse Marie Warnant, il y a 2-3 ans, elle raconte une interpellation ordinaire, si vous voulez. Je ne vais pas tout lire pour ne pas prendre tout le temps, mais voilà. Salut mademoiselle, tu es jolie, tu viens jouer avec nous, non merci, sale chienne, viens baiser avec ton coq à l'ail, grosse chienne, tu m'as bien entendu, etc. Et puis, on lui dit, de toute façon, une femme, grosso modo, vous pouvez porter plainte, il n'y aura pas de suite. Alors ça, c'est évidemment interroger ce type d'interpellation, et puis le fait que maintenant, il existe une loi pour contrer et punir les propos sexistes. Je rappelle aussi que ces propos sexistes ne doivent pas nécessairement avoir été tenus dans la rue. S'ils sont tenus de façon publique sur la toile, ils peuvent aussi être punis. J'étais hier avec Florence Hénault, la journaliste, qui est en train d'intenter une action, parce que des insultes, elle en reçoit, et des coriaces et des salés, et qu'à un moment, en effet, il faut se dire que il faut peut-être en effet mobiliser cette loi pour pouvoir avancer. Alors, je vais justement passer alors à l'écriture inclusive, parce qu'il reste 2 minutes. Alors, quand on dit que l'écriture inclusive, c'est un truc d'intellote, un truc de privilégié, etc., je rappelle quand même que l'accord de paix signé fin 2016 avec la guérilla des FARC, ça a été rédigé selon les règles de l'écriture inclusive, préciser que les paysans et les paysannes ont accès au crédit ou à la titularisation des terres peut changer beaucoup de choses pour les femmes sur le terrain, souligné à l'époque Maria Paulina Riveros, membre de l'équipe négociatrice du gouvernement, mais l'accord était présenté par les églises catholiques et évangéliques comme un moyen détourné d'imposer une prétendue théorie du genre et une menace pour la famille traditionnelle. La droite est depuis farouchement contre le langage inclusif, la gauche hésite, les juges aussi. Donc vous voyez que en Colombie, l'écriture inclusive est allée de pair avec toute une série de luttes aussi pour les femmes, et dès qu'il y a eu un revirement de pouvoir, ils se sont aussi attaqués à l'écriture et aux droits des femmes. Alors sur cette écriture inclusive, il y a 2 choses. Il y a la question que vous avez posée justement de la lisibilité, parce que ça c'est clair qu'on peut dire qu'elle est peut-être... il n'y a pas d'études, on est en train d'essayer d'en lancer, parce que des études sur la lisibilité et le féminin, il y en a 1 ou 2 qui ont été faites et qui ont montré qu'en fait c'est une question d'habitude. La lisibilité de l'écriture inclusive, on n'a pas du tout assez de recul, donc ça on ne le sait pas. Il faut voir aussi qu'avec la diversité des écritures numériques, on utilise des émoticônes, on utilise des tas d'autres choses, donc une diversité sémiotique auxquelles les jeunes
sont par ailleurs admis. Et puis moi, je milite pour le fait que l'orthographe doit être réformée, et vraiment réformée, et qu'il y ait une certaine polygraphie, parce que c'est ça, c'est pas remplacer une orthographe par une autre. Et si on simplifie l'orthographe, on peut peut-être justement, dans la question des genres, et de l'inscription qui ne concerne pas que le féminin, mais aussi les personnes non binaires, se dire qu'on peut alors peut-être ajouter, je ne focalise pas du tout sur le point médian, mais des manières de marquer le genre, en sachant évidemment que la langue n'est pas magique, mais que augmenter la visibilité, ou la manière de se dire, je reviens à mon premier propos, on dit toujours que c'est la visibilité des femmes, mais en fait, les formes de l'écriture inclusive, c'est aussi une certaine invisibilité, c'est le non-choix dans la forme. Et ce n'est pas, on peut la lire comme ça, la forme de l'écriture inclusive, et pas seulement dans le marquage. Et ne pas oublier évidemment l'adaptation orale. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je parle plutôt de langue inclusive, et l'adaptation au genre, c'est-à-dire vous pouvez très bien, je terminerai par là, par exemple notre guide à l'université, c'est demain étudiant.e, étudiant, mais à l'intérieur on ne va pas systématiquement tout mettre à l'écriture inclusive parce que ça serait un peu long. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire que cette écriture inclusive, c'est plutôt un laboratoire de réflexion sur des questions justement de dénomination, d'assignation, d'interpellation et d'inégalité, mais en aucun cas évidemment une obligation à faire. Voilà, c'est mon point de vue, et j'arrête parce que sinon je vais être trop long. Changer de micro. J'ai ici 2 petites secondes. Je voulais juste vous rappeler au dispositif de participation. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'une petite feuille, je vous la donne et à me faire parvenir vos questions qu'on va utiliser juste après la présentation de Jessie Cormont. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez, oui? Je sais pas si ça... J'ai peut-être vous donner ce micro-là, juste avant de dire... Et puis là, vous pouvez me le faire parvenir aussi, je peux circuler, rappelez-moi, je passe. Je passe le micro, je laisse la parole pour que tu évoques des processus de domination plus globaux se déroulant dans la langue, et aussi voir comment une émancipation par le langage est possible, comment on peut se réapproprier le langage, comment on peut inventer un langage politique qui nous serait propre. Et pour paraphraser l'écrivain Patrick Chamoiseau que tu cites en introduction de ton dictionnaire, comment écrire, parler, dialoguer en pays dominé. Bonjour à toutes et à tous, salutaires tous, salutaires toutes. Bon, déjà un grand merci pour votre invitation qui est de venir traverser aussi la frontière de France-Belgique. Donc cette frontière est aussi dans le cadre du sujet, la domination française sur la soi-disant francophonie, la domination impériale, coloniale, etc. Donc c'est toujours intéressant de venir, quand on travaille sur les dominations, de venir voir ce qui se passe en Belgique aussi, puisque comme les uns les autres le savent peut-être ou pas, quand on est ch'ti du Nord-Pas-de-Calais, on est issu de ce même peuple qui a été séparé, arraché à un moment donné, et c'est toujours intéressant de voir comment nos histoires sociales ont évolué différemment à cause du cadre de l'État-nation. Avant de vous proposer quelques éléments de réflexion, d'essayer de contribuer à répondre aux enjeux, petit élément de présentation en plus de mon titre de noblesse de sociologue. Là. Un élément de précision sur les questions du langage, à Phare pour l'égalité, on travaille à la fois avec des milieux de chercheurs, d'accompagnement de politique publique, des travailleurs sociaux, éducation populaire, travail social, médico-social, qu'on appelle nous des acteurs de proximité de terrain, et aussi des premières concernés, des habitants des quartiers populaires notamment, issus de l'immigration ou non, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui ne sont pas forcément toujours tous extrêmement diplômés, etc. En tout cas, on a l'habitude de jongler entre différents univers sociaux qui ont aussi des langues sociales différentes. Je ne vais pas m'étaler là-dessus sur Phare pour l'égalité, mais un autre élément de précision avant d'enclencher le propos, comme vous le savez peut-être, chaque personne qui prend la parole, qui agit, professionnellement ou non, est toujours largement marquée au fer rouge par sa propre histoire sociale. Et donc, je vous en dis 2 mots, puisque sur les questions de langage et de domination, ma propre trajectoire est clairement impactée par ces réflexions-là. Donc, premier élément, je suis un petit-fils de mineur de fond, je suis issu de la classe ouvrière des mines, et du coup, je suis un rescapé des inégalités de classe, de l'échec scolaire et de la désinsertion, réinsertion,
etc. On n'est pas beaucoup, quand on est issu de la classe ouvrière, à devenir sociologue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, la question de la domination de classe, elle impacte ma trajectoire personnelle avant d'ensuite que je puisse me saisir des instruments intellectuels pour lutter contre cette domination-là. D'accord ? Deuxième élément, je suis un issu de l'immigration, donc j'ai peut-être un des fautes de français à des moments involontaires, celle-ci elle est volontaire. Je suis issu de l'immigration polonaise. Il y a aussi des Belges, des Italiens, puis maintenant des Marocains et des Algériens dans la famille. Comme le dit ma grand-mère, donc une grande sociologue, femme de mineur qui n'a jamais fait d'études, elle disait de toute façon, les quartiers ouvriers, il y a toute l'internationale de la Terre, donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné, ça se mélange. Merci Mémé, effectivement. Mais du coup, si je précise cet ancrage-là aussi, c'est que donc je suis aussi attentif au processus d'inégalité raciste, de la xénophobie et de l'immigration, et aussi au fait que moi, je fais partie, je prends que la question polonaise pour simplifier un peu le débat, d'une immigration qui a été blanchie, nationalisée, c'est-à-dire que les Slaves, on était une sous-race, on n'appartenait pas à la race blanche, d'accord ? Et les mutations du racisme comme système de domination mondiale fait que les issus de l'immigration polonaise ont été blanchis et nationalisés. On est rentré dans le nous des blancs, de la race blanche, d'accord ? Et donc ça aussi, y compris sur le langage et les mots et les processus de domination, ça crée une sensibilité à ces questions-là. Troisième élément, du coup, je suis un homme hétérosexuel, donc j'ai grandi dans une société sexiste, machiste et homophobe, comme est la société française. Du coup, j'ai aussi une attention au processus de domination sexiste, etc. Mais du coup, cette fois-ci, du côté d'un groupe social largement avantagé, qui bénéficie de l'oppression des dominés. Et donc, du coup, dans ma propre trajectoire, j'ai dû me construire avec des moments, des situations où mon statut social et mes identités étaient celles d'un groupe dominé, et à des moments d'un groupe dominant. Donc, ça crée ou une forme de schizophrénie, ou une forme de double réflexion obligatoire qui, forcément, une fois que je deviens sociologue ou professionnel de ces questions-là, un peu une possibilité, une obligation de jongler sur ces éléments-là. Alors maintenant, je termine la présentation et j'en donne quelques éléments de proposition de réflexion collective. Petit point de précision, je vous propose des réflexions, peut-être que je vais dire des conneries, peut-être qu'elles sont très discutables, en tout cas je vais essayer de penser avec vous, puis on verra ce que ça donne après. Il n'y a pas de prétention de ma part, en tout cas, à détenir quoi que ce soit. Il y aura proposition d'une trajectoire de réflexion qui est la mienne, et puis on verra ce qu'on fait ensemble. Alors, premier élément, sur le lien entre langage et domination, le langage est effectivement un champ de bataille, un champ de rapport de force, un champ de rapport de lutte, qui est à la fois traversé par des rapports d'oppression, d'humiliation, de stigmatisation, de discrimination, mais c'est aussi donc un champ où se jouent des questions de résistance et même d'émancipation. Donc, de toute façon, la langue n'est pas en tant que telle émancipatrice, non, elle peut être oppressive, et elle n'est pas en tant que telle oppressive, elle peut aussi avoir des dynamiques, donc c'est pas binaire, c'est en tout cas c'est des tensions contradictoires dans lesquelles on doit évoluer. Enfin, on doit réussir à prendre en compte. Deuxième élément, peut-être précision sur la question du langage. Oui, la langue, le langage, est inscrit dans la question du dispositif de domination, mais aux côtés d'autres éléments qu'il faut quand même avoir en tête. La domination, elle a plusieurs bras, plusieurs jambes, plusieurs armes, militaires, policières, physiques, économiques, artistiques, culturelles, donc langagiers aussi, et bref, une série d'éléments par lesquels une domination se met en place, et la langue est un de ces éléments de la domination. Tout comme du coup en face, les éléments de résistance peuvent être des éléments de résistance militaires. Alors policier, c'est un peu moins le cas, du coup la police est plutôt du côté du pouvoir historiquement à chaque fois. Par contre, la militarisation de la lutte, elle est possible du côté des dominés. Etc. Et donc la langue fait aussi partie des instruments dont se dotent les dominés pour pouvoir résister face à cette fameuse domination. Peut-être quelques exemples de ces liens entre domination et discrimination. Excusez-moi là si je suis un petit peu fouillis. Effectivement, la domination, enfin la langue, elle peut être traversée par ces questions de discrimination et de domination. On va penser simplement au fait qu'il y a des langues légitimes, des langues illégitimes, des langues qui sont valorisées, d'autres langues qui sont dévalorisées. Donc ça vous parle un peu aussi, je suppose, en Belgique avec les questions de langue wallonne. D'ailleurs, on ne dit pas langue wallonne, en fait, pardon. On va dire langue française, tiens, c'est marrant, on n'est pas en France, mais bon. Donc il y a ces enjeux-là, mais il y a aussi des enjeux entre les langues, par exemple dans le cas français, entre les langues dites patois, d'ailleurs, les dialectes des langues régionales, le ch'ti, le picard, le breton, l'occitan, le provençal, etc., le corse.
Donc il y a ces rapports de domination-là. On a bien évidemment les rapports de domination qu'on pense au niveau international, de l'anglais contre le français ou l'arabe, le chinois, enfin bref. Excusez-moi, j'ai un peu de chinois. Qui peut m'aider? Merci, le mandarin. Donc ça, effectivement, on pense à ces tensions des rapports de force et de domination par rapport à ça. Ensuite, on a pensé là, dans le cas de l'insulte, le moment où la langue est porteuse en elle-même de violences directes, peut-être visibles, dans ce que les insultes ont un rôle de disqualification, d'humiliation, de dégradation, etc. L'aspect violent présent dans la langue, là, c'est quelque part en tout cas, quand l'insulte est flagrante, la domination par la langue est flagrante, elle aussi. Par contre, dans la langue, et c'est là où parfois c'est un peu plus délicat, la langue, elle est aussi porteuse de violence sociale, de violence symbolique, qui est plus discrète, dans des mécanismes de normes ou d'imposition de légitimité culturelle. On l'a vu là avec la question de la langue administrative, par exemple. C'est un élément crucial, notamment dans les classes populaires. Le langage administratif, la langue administrative, c'est un des principaux dispositifs d'humiliation ordinaire, de dépossession de soi, et avec un élément immédiat dans le rapport à la langue qui va jusqu'à le renoncement au droit. Donc c'est pas une petite chose. C'est immédiat dans le non-accès au droit ou dans le renoncement au droit. La langue est le principal dispositif de frein à ce niveau-là. Dans les aspects de langue, peut-être un autre élément va être aussi celui de peut-être c'est évident pour tout le monde, excusez-moi, je ne sais pas où vous en êtes de ces réflexions-là, mais parfois quand on parle de langue, c'est vrai que dans le sens commun, la langue, ça sert à communiquer. Non, enfin, là je me référais à l'experte de la table, comme moi je ne suis pas expert en langue, en linguistique, etc. Mais la langue sert d'abord, si je ne dis pas de bêtises, comme disait Chomsky, à penser, à pouvoir agir sur le monde. Les mots, le langage, c'est d'abord ce qui nous permet d'appréhender notre propre environnement pour agir sur lui. Alors c'est vrai que c'est un exemple que je donne assez souvent au grand public par rapport à ça, de pouvoir savoir que par exemple du feu ça brûle et qu'on mette des mots sur ce brûle, en fait il y a une action qui va découler de ça. L'effet immédiat, c'est qu'on ne va peut-être pas tout de suite mettre notre main dans le feu, donc c'est assez pratique que la langue soit connectée au monde réel. Par contre, un autre effet de la domination par la langue, c'est quand la langue nous empêche de penser, nous détourne, nous pollue l'esprit et nous rend impuissants. Et là, je renvoie à tous les travaux qui sont notamment issus des courants anticolonialistes, qui racontent, je reprends le cas de la France, qui est très perfectionné dans sa capacité à dominer par la colonisation culturelle, notamment justement les travaux par exemple de Patrick Chamoiseau, mais aussi de Frantz Fanon, d'Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, bref, de pléthore des pensées révolutionnaires et émancipatrices qui sont issues des colonies. Et donc qui nous rappelaient qu'une des principales, un des instruments de la colonisation consistait en tout cas à la dévalorisation permanente des dominés et à la survalorisation, tout aussi artificielle parfois, des dominants. On l'a aussi sur la question du patriarcat et du monopole des hommes dans la production du langage, dans la production symbolique. Ces processus de valorisation, dévalorisation, ils sont au cœur des processus de domination de classe, domination raciste, domination sexiste, aussi agiste, etc., et d'autres dominations. Mais du coup, celles-ci, elles peuvent être parfois un petit peu plus subtiles dans les moments où... Alors, permettez-moi de rapporter ce mot-là maintenant dans l'exposé, qui, je crois, on n'a pas encore abordé, qui est la question de l'aliénation. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce mot-là, parce que c'est un mot qui a été un mot soutien et support historiquement pour les dominés, et qu'on a perdu maintenant. L'aliénation, ça a l'air d'être un concept d'intello, je ne sais plus trop ce que c'est. Alors, permettez-moi de le définir comme suit. L'aliénation, c'est d'abord le processus qui nous rend étrangers à nous-mêmes. D'accord ? J'ai une espèce de colon, quelqu'un qui m'occupe. Je dois penser le monde avec des mots et des pensées qui ne sont pas les miennes. Donc peut-être que c'est le moment où je vais quand même lire le petit extrait de Patrick Chamoiseau, qui lui écrivait ça, sa réflexion est dans le contexte colonial. Et Patrick Chamoiseau disait, en tant qu'écrivain colonisé, du coup, puisque la Martinique est encore une colonie française, il disait: comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'au rêve, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie? Comment écrire dominé? Qu'ont littérature prévue pour toi? Qu'ont-elles sédimenté au fil du temps pour toi qui suffoques
sous cette modernité coloniale. J'écrirai un petit peu. Ainsi, pauvre scribe, marqueur de parole en ce pays brisé, tu n'affrontes qu'une mise sous assistance et subvention. Tu croules sous le déversement massif, quotidien, d'une manière d'être qui démantèle la tienne. Je vais fermer la citation maintenant. Mais cette question de la domination par le langage et par la culture, c'est aussi une manière dont les dominants, en tout cas, ont comme parmi leurs dispositifs une manière de briser même la personnalité individuelle ou collective des dominés. Et là, la langue, dans les mots qu'elle choisit, dans les moments où elle nous rend étrangers à nous-mêmes, est un dispositif de domination extrêmement puissant, extrêmement féroce. Et donc, effectivement, on va le voir, mais le temps passe très vite, pourquoi, justement, ensuite, l'enjeu de la réappropriation de soi, de sa vie, de son histoire, du monde dans lequel on vit, passe aussi par le langage. Pas seulement, mais passe aussi par le langage. Donc, je ne vais pas donner d'autres exemples. En tout cas, juste pour terminer ce point-là, de pouvoir imaginer à quel point réfléchir sur le rôle du langage dans la domination, c'est pas seulement une petite question de sémantique, d'intello, qui vont réfléchir à des virgules, est-ce qu'on choisit tel mot ou un autre. J'insiste sur le terme, la domination par le langage contribue à tuer. Y compris le rôle que peut avoir la langue dans la dépression mentale, dans le burn-out, soit des femmes, dans le burn-out de classe, dans le burn-out de race, dans le fait que la dégradation et les processus d'humiliation et d'infériorisation détruisent l'âme, si vous comprenez qu'on dit ça, l'âme populaire, l'âme même des gens, et que de ce point de vue-là, il y a un enjeu qui est crucial dans la capacité de déconstruire le rôle de la domination. Si je leur dis rapidement, le rôle de la langue managériale dans les pétages de plomb au boulot, où le sens au travail, ça part carrément en cacahuète, où toute une partie des gens ne voient plus très bien à quoi ils servent, juste parce qu'à un moment donné, on pense avec une langue qui n'a pas pour but d'aider à améliorer la qualité de l'intervention professionnelle, mais qui est plutôt un instrument du pouvoir. La langue managériale, ça n'est qu'un instrument du pouvoir. C'est peut-être discutable, mais je me permets de le dire un peu fortement maintenant, ça n'est pas autre chose qu'une langue de la domination. Elle a très peu de vertus, ni en termes d'organisation, etc. Je pourrais donner quelques éléments pourquoi je me permets de dire ça comme ça. Les espaces de résistance à la domination. Donc, comme je l'ai dit, si on prend que ces trois espaces de lutte, d'émancipation contre la domination de classe, la domination capitaliste, la domination raciste, la domination coloniale, ou la domination patriarcale, hétérosexuée, hétérocentrée, etc., clairement, l'aspect de la réappropriation, de détruire les mots des dominants, d'identifier les mots qui blessent, les mots qui font mal. Pourquoi cette phrase-là m'a démoli? Bon, si c'est une insulte directe, je vois à peu près pourquoi. Mais à d'autres moments, les dominés ne sont pas sûrs, ne comprennent pas ce qui se passe. Ton corps réagit, ton corps sait, sent, t'as mal, mais intellectuellement, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Le processus, tu ne peux pas l'identifier. Et quand en plus, parfois, tu essaies d'aller voir des sociologues, ou des universitaires, ou des militants, leur parler même de ton expérience intime, là, de l'oppression ou de la douleur, leur propre langage à eux étant un langage aliéné aussi, ils ne peuvent pas toujours être des soutiens. D'accord? Donc là, je leur dis, moi, dans mon propre expérience de classe, de rencontrer des gens qui avaient un vocabulaire de classe, mais qui était un vocabulaire de bourgeois qui parlait de classe. Puis je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient, et j'avais une nouvelle humiliation, comme gamin qui voulait vous lire des livres qui t'humilient quand tu ne les comprends pas, etc. Et ce n'est pas une question de capital culturel, c'est une sorte de type de culture. Comment dire ça? Soit c'est quelque chose qui me frappe régulièrement, puisqu'on intervient avec des gens, y compris qui n'ont pas beaucoup été à l'école, qui ne sont pas beaucoup alphabétisés. Parfois pas alphabétisés en français, pas beaucoup. Et le problème, c'est pas le travail intellectuel qui est une domination. C'est un travail intellectuel qui est un travail qui a un intellect de dominant. Je ne sais pas si on va le dire comme ça. Vous me comprenez un peu là? Je suis un peu abstrait. Un petit peu abstrait. J'aurai peut-être quelques exemples après. Alors, parce qu'il y a un enjeu aussi là-dessus. Là, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs sociaux, de professionnels, de gens qui avaient un peu des études. Nos études contribuent à nous éloigner de nous-mêmes aussi, et à nous éloigner des gens avec lesquels on est censé être solidaire. On est censé être des porteurs de valises, mais on les aide avec une langue qui est elle-même polluée. Du coup, c'est un peu compliqué à fabriquer de l'émancipation collective, quand nous-mêmes on est aliénés, mais parfois on pense que les aliénés, c'est les autres qui n'ont pas fait assez d'études, qui n'ont pas lu mon dictionnaire des dominations, etc. En tout cas, les espaces de résistance populaire aujourd'hui, il y a, on en parlait tout à l'heure, je demandais est-ce que
Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que aujourd'hui, la question de l'enjeu de la langue est de nouveau un enjeu qui interpelle, qui intéresse, qui questionne, qui a l'air de répondre à des vécus personnels des gens? Effectivement, on a le sentiment que ça augmente. Ça augmente chez les intellos, chez les militants, etc., mais ça augmente un peu partout. L'enjeu de la langue, je vais prendre par exemple un élément d'émancipation pour les quartiers populaires et les banlieues, et notamment sous les sujets d'immigration. Le hip-hop et le rap est un espace de réappropriation de soi considérable dans le domaine culturel. La question des réseaux sociaux, beaucoup de gens un peu rétifs vont y voir beaucoup d'aliénation, d'horreur. En plus, ils écrivent des émoticônes, c'est ça qu'on dit. Ils défendent tout, ils saccagent la langue. Mais quel espace d'émancipation dans lequel les réseaux sociaux ont le droit de faire des fautes d'orthographe, et alors on vous emmerde, on se comprend entre nous. Tu comprends pas, va voir ailleurs. C'est pas à toi que je parle. Dans les réseaux sociaux, il y a des réinventions du langage qui sont fabuleuses, alors qui sont aussi de la réinvention sur de la domination, malheureusement. Mais il y a aussi tout un espace de multitude de réinventions. Le langage syndical aussi, les luttes ouvrières, les luttes syndicales, etc., qu'elles sont d'hommes ou de femmes, etc. On le voit bien qu'il y a aussi un enjeu sur la réappropriation du langage, réaffirmer des mots, redéterrer des mots qui étaient présentés comme étant archaïques et obsolètes, mais qui pourtant sont des mots qui... Ça me fait juste de bien pouvoir leur dire à ce moment-là, celui-là. Bon, bref, en tout cas, il y a une multitude d'espaces aujourd'hui où à la fois l'oppression par la langue grandit, se complexifie, les dispositifs, quasiment la technologie de la domination par la langue s'améliore, mais c'est aussi des espaces de respiration, d'émancipation, de retravail populaire des chemins d'émancipation qui sont en train de se refaire, et là parfois avec des éléments de contradiction, mais je vais peut-être garder cet élément-là après, sur nos difficultés quand on essaye d'articuler les dominations de classe, de race, de sexe par exemple, de pouvoir penser à la fois, et donc là c'est un élément que je soumets à la discussion compliquée, quand l'insulte, par exemple, est souvent sexiste, mais où le rôle de l'insulte, dans le langage des classes populaires, par exemple, c'est un élément d'exploration de la dignité et de la réaffirmation de soi. Ça, c'est compliqué à penser les deux. D'accord? Peut-être que je tirerai les ficelles un peu pour si ça vous questionne un petit peu là-dessus. Voilà, donc c'était une tentative de proposition d'éléments à soumettre à la discussion. Je vous remercie. Alors, ben voilà, il y a d'autres papiers, je les prends. Je ne garantis pas que je pourrais lire tout d'un coup maintenant. Hein. On essaiera d'en faire un usage le meilleur possible. Alors, le code RAP est particulièrement insultant. Donc, le rap. Est particulièrement insultant vis-à-vis des femmes. Que peuvent faire les pouvoirs publics pour cadrer les dérapages et pour éviter la valorisation de ce code? Donc, on pense au rapport qui a gagné la victoire de la musique, hein, et en France, et à l'RTP, Damso, il est passé à la fin. Et l'humoriste Dieudonné qui a été censuré pour ce même type de dérapage. Une autre intervention, c'était par rapport à l'accessibilité. L'accessibilité linguistique ne passe-t-elle pas par la traduction dans d'autres langues? Le français n'est-il pas aussi dominant? Une réaction ici. Commentaire par rapport à la langue inclusive. Alors j'ai lu un livre sur l'éducation de l'enfant où ils alternaient genre masculin et féminin pour décrire les situations selon les chapitres. Alors c'est bonne pratique. Linguiste puriste dans l'âme, je vis le langage comme un outil de transformation du monde. Dorénavant, je pratiquerai l'accord de proximité dans mes écrits. Là. Alors, le langage, outil de résistance, de revendication, outil d'expression au travers d'actions collectives, est donc plutôt un outil pour agir, pour développer le pouvoir d'agir, plutôt qu'un outil de domination. Voilà. Il y a domination parée. Voilà. Le langage, donc le rap, alors là il y a plein de symboles, je suis une catastrophe. L'émancipation, fruit de l'émancipation des femmes et dans le langage rap, et la personne qui a écrit ça on précisera. Voilà. J'ai pas compris là-dessus. Alors la performativité dans l'acte de dire, parler de race, en quoi est-ce ou non dans notre contexte, je sais pas moi, pertinent. Vas-y. Comment
c'est une question qu'on voit souvent, mais on parle de race, ok, mais dire le mot race, c'est faire exister le fait qu'il y ait des races, et ça vient de la colonisation et des rapports de domination, il n'y a pas de race qui existe, je ne sais pas. Et voilà, c'est ça. La construction, de la catégorie. Et qui vient d'un contexte différent aux États-Unis. Aurélien reviendra avec les questions, ne vous en faites pas, vous êtes obligés de répondre toutes. Consentement, c'est une zone grise. Comment bien nommer une réalité qui émerge fragilement? Si zone grise minimise, si consentement responsabilise, je sais pas la dire. La personne précisera aussi. On reviendra là-dessus. Je termine. Ça va, Aurélien? C'est la première fois qu'on fait ça, donc je ne vais pas toutes les dire. Pourquoi ne pas prioriser, hiérarchiser les luttes pro-femmes? Et alors la question, oui, l'écrivain public en Bruxelles, mais quid de Flandre, Bruxelles, le néerlandais, quid du néerlandais là-dedans, quels sont les liens? Voilà. Et donc vous poserez la suite aux questions. Ça va Comment Je l'ai lu, c'est la zone grise. C'est la zone grise, là, mais là, la personne, c'est grave. Ok. Je vais peut-être vous donner les questions directement. Je vais commencer par celle du... Alors, j'imagine Laurence ou Jessie sur le rap, en fait, puisque ça intervenu dans vos deux exposés. Alors, il y a deux questions un peu concordantes sur le langage du rap, le code du rap, qui est jugé comme particulièrement insultant à l'égard des femmes. Quelqu'un dit que ça peut être émancipatoire pour les hommes, parce que Jessie avait évoqué cette fonction-là, mais pour les femmes, politique, puisqu'elles commencent à être maltraitées dans ces morceaux, dit-on. Les exemples, c'était les deux exemples médiatiques récents, Orelsan et Damso. Je ne sais pas si tout le monde a clair ces deux personnages médiatiques, mais c'est deux rapports, un français et un belge. L'Académie militaire de la musique, et l'autre qui a été commissionné au départ pour écrire l'hymne national de l'équipe de Belgique, et qui finalement pas l'hymne de Belgique. C'est Damso. C'est vous les deux questions. Non, une, je sais avec les symboles. Non, c'est vrai que, en fait, c'est quand vous avez dit. Ah oui, j'ai les gens hésité. Quand vous avez dit, vous entendez? C'est pas bon. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait être émancipateur pour les hommes, c'était une autre façon de s'exprimer, etc. Bon, c'est vrai que par rapport aux femmes, les termes qui sont employés sont des termes comme, je sais pas, saglotte, et tout ça. Et alors, c'est vrai que les hommes qui écrivent ces paroles disent, en fait, c'est très sympa de dire ça entre nous, on les appelle comme ça. Mais, donc c'est presque comme un petit nom, ou voilà. Mais d'un autre côté, c'est quand même hyper stigmatisant. Et comme on disait que le nom crée les choses et les réalités, donc c'est là que je voulais poser cette question, parce qu'en fait, c'est complètement contradictoire. Enfin, voilà. Alors, c'est une question extrêmement complexe parce que d'abord, il faudrait resituer le rap dans son histoire, dans son origine, notamment aux États-Unis, où dans les années 90, d'ailleurs Butler le cite, le gangsta rap était rendu responsable des violences sociales, alors qu'en fait, il intégrait simplement les rapports de domination, il en était le reflet, ça c'est la première chose. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire du rap. La deuxième chose, plus largement, parce qu'on a été interpellé aussi pour les chansons paillardes à l'ULB, en disant, bah, tiens, il ne faudrait pas changer ces chansons là aussi, puisqu'il y a un dernier texte qui était clairement, évidemment, des apologies de la sodomie forcée, etc. Alors, par rapport à ce débat autour de Orelsan et de Damso, je crois que d'abord, il y a toute une série de gens qui se sont rendus compte de ce que leurs enfants écoutaient. Un peu comme s'ils les avaient surpris en train de regarder des films porno. Avec ce côté transgressif, je pense, qu'il y avait, et aussi qui pose un vrai problème, c'est qu'on ne parle pas assez de sexualité sur la place publique, dans les écoles, etc.
Et du coup, il y a une espèce de recherche de gens qui leur parlent d'une sexualité qu'ils ne comprennent pas, hein, parce que les gosses de 7-8 ans, ils dansent sur Damso, ils dansent sur des paroles qui leur parlent d'une sexualité où c'est des gangbangs, des éjaculations faciales, etc. Ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, mais c'est les mots qui choquent. Alors, il y a la question, Orelsan, en fait, a toujours dit, il a toujours joué, parce que lui, il a été quand même traîné en justice, en disant, c'est pas moi, je joue un personnage. Les rappeurs, dans le rap, c'est un paradigme. Hein. C'est, est-ce que c'est moi, est-ce que je suis celui qui chante ou autre? Donc il a joué sur cette frontière, et il a été relaxé parce qu'on a reconnu le caractère fictionnel de ce qu'il disait. Il est aussi venu évidemment avec Sale pute, la Saint-Valentin, j'ai Marie Trintignant, hein, c'est clair qu'il y avait vraiment là quelque chose d'extrêmement fort par rapport aussi à cette autre affaire médiatique qui est Quanta, Marie Trintignant, avec aussi, Quanta n'a jamais chanté des chansons violentes, mais il a fait des actes de violence. Donc il y a aussi cette performativité qui voudrait que, parce qu'on chante des chansons violentes, il y a évidemment une violence potentielle. Damso, c'était l'inverse, parce que Damso se revendique au contraire en disant, ce que je chante, c'est moi, hein, c'est mes propres catégories, et qui sont en effet, bon, tous ces extraits qu'on a vus circuler, hein, étaient évidemment extrêmement choquants pour un grand nombre de femmes. Mais par ailleurs, toute une série de rappeuses disent, ben non, en fait, finalement, c'est notre public qui est plutôt sexiste, mais nous, entre rappeurs et rappeuses, finalement, on s'en sort. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le rap bouge. L'album pour lequel Orelsan a été récompensé, c'est un album où il parle des femmes battues, où il a tout à fait changé, et donc je pense qu'on peut faire aussi bouger les cadres de la domination. Il parle de lui comme d'un blanc fragile, hein, qui vient de Caen, enfin, il y a quand même quelque chose aussi classiste dans son... Et chez Damso, c'était le côté, justement, il venait de... Hein, il est d'origine congolaise, donc il y avait des choses qui se mêlaient. Et d'ailleurs, dès qu'il a été démis, j'ai vu, bien fait, retourne sur ton arbre à Kinshasa. Hein, donc il y avait quelque chose aussi, je ne parle pas du combat des femmes qui était tout à fait légitime, mais qui pouvait regarder le racisme dans cette incarnation de l'hymne national footballistique. Donc le rap, c'est quelque chose que moi j'ai étudié avec mes étudiants, justement, pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous trouvez, hein, comment analyser les textes. Les codes rap, mais ils sont simplement le reflet de la domination et de la violence de la société. Hein, et la transgression par la parole, dire des choses qui ne doivent pas être dites. Hein, quel est ce pouvoir? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un pouvoir de dénonciation, ça je suis d'accord avec vous, mais ça nous interroge, on en discute. Et donc, je trouve qu'il faut accepter, c'est la culture des jeunes aujourd'hui, hein, et en même temps, c'est en train de bouger. On a des rappeurs qui chantent maintenant MeToo, des rappeuses qui ont fait des chansons qui critiquent le sexisme du rap, etc. Et donc, ça bouge un peu partout. Et les cadres du rap, qui étaient en effet au départ hyper sexistes, sont aussi en train de bouger avec ce type d'affaires. Alors, moi, je fais une proposition de réflexion par rapport à ça. Si l'enjeu est de savoir si est-ce que le rap est sexiste, reproduit des incitations à la violence sexiste, avec des appels au viol, des fois dans certaines chansons, etc., bon, il y a quoi à discuter, oui. Bon, il y a le débat, il n'y a pas à dire non, ça va, ça... Et il ne s'agirait pas de dire la culture et le langage a des effets de légitimation de l'oppression et de la domination de la violence, sauf le rap. Bon, le débat, il n'est pas situé là. Moi, la proposition que je voudrais essayer d'avoir là-dessus, c'est de tenter de voir quelle fonction joue depuis des années la dénonciation exclusive du sexisme dans le rap, des violences dans le rap. Ce qui se joue principalement, et c'est là la proposition que je vais vous faire, c'est la mise en exception du rap dans son rôle central dans la reproduction du patriarcat. Excusez-moi, je vais essayer de le dire, il faut que je fasse gaffe à le dire clairement, parce que là c'est de la pensée stratégique. Je suis entièrement d'accord avec la formulation, elle est précieuse. Le rap, c'est la cause des violences et des viols, ou c'est un reflet de l'existence des violences et des viols dans le patriarcat, dans une société patriarcale? Déjà là, c'est fondamental, parce que la manière, je ne sais pas en Belgique, mais en France, dont c'est traité, le rap est la cause. Il n'est pas traité de la manière, le rap est un reflet parmi d'autres. D'accord? Parce que dans ce cas-là, deuxième élément de réflexion, le rap était plus sexiste et violent et violeur que le rock, que la musique classique, que le jazz, que le... Bah, du coup, la réponse, elle est non. Et là, on revient sur les travaux des féministes, par exemple. Il n'y a pas plus de violence conjugale et de viol dans les classes populaires et chez les Noirs et les Arabes et les musulmans de classe populaire en France et en Belgique qu'il y en a chez les classes moyennes et les classes supérieures.
desquelles violences et viols on parle dans les médias en France et en Belgique? Celles des banlieues et des classes populaires, notamment des Noirs et des Arabes. Est-ce que vous arrivez à me suivre un petit peu sur le il y a une espèce de performance de la domination là-dessus qui nous amène, c'est vrai, à quasiment presque un exutoire face à un patriarcat qu'on ne peut pas défoncer. Et du coup, au moment où on nous propose d'en défoncer certains, là, on va se lâcher à fond. Donc ça, c'est une proposition de voir, c'est aussi une manière de déresponsabilisation des responsables et de désigner des cibles accessibles sur lesquelles on va pouvoir se lâcher dessus. Parce que deuxième élément de réflexion. Donc là, on est d'accord, viol, violence, etc., sexisme, pas forcément... Enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, je vous propose à regarder. La Franck-Quentin, c'était pas un rapport, par exemple. Deuxième élément de réflexion par rapport à ça, c'est de la faute aux jeunes des quartiers qui sont plus... ok, d'accord. Mais qui sont ceux qui ont le pouvoir de les produire? C'est des classes moyennes, c'est des classes supérieures, les producteurs, les managers, les ouvertures de salles, les programmateurs de salles. Et d'ailleurs, en Belgique et en France, c'est donc plutôt des blancs de classe moyenne qui sont les organisateurs de ces rappeurs qui seraient le diable en matière du patriarcat. Donc là, il y a un truc qui est étrange en termes de désignation des coupables. On cible les rappeurs en eux-mêmes, mais pas que l'industrie du rap, qui n'est pas dirigée par les rappeurs eux-mêmes, ni par les prolos des quartiers populaires, qu'ils soient blancs, noirs ou arabes. Vous me suivez là-dessus? Donc il y a déjà un impensé assez étrange. Elles se situent où, les responsabilisations? Alors moi, par contre, sur la question de est-ce que certains, il faut les empêcher de pouvoir nuire, etc., je ne suis pas super calé sur la question, mais pas forcément permettre à Bertrand Cantat de continuer à pavoiser, etc. J'ai plutôt tendance à écouter les féministes là-dessus. Les féministes qui savent ce qu'il faut faire comme stratégie de lutte donnent une direction qui est de contribuer à cantonner la Franck-Quentin hors de ces scènes, etc. Ça me va. Pareil pour celui qu'on vient de nommer là, Orelsan, ça me... Oui, ok. Mais par contre, on ne résout pas le problème simplement en les interdisant d'expression, en fait, parce que le patriarcat, il reste toujours là de toute façon. Et du coup, peut-être qu'il y a un élément qui est étonnant aussi, c'est toujours sur la question, là, c'est plus une question des stratégies pour abattre. Est-ce qu'on cible des individus, et on se contente de ça, ou est-ce qu'on a une analyse du patriarcat comme un système structurel de domination? Et moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de désigner des brebis galeuses, ou justement à se lâcher sur des brebis vulgaires. Parce que dans la dénonciation du sexisme à deux vitesses, il y a aussi une question, le rap, c'est du sexisme vulgaire, flagrant, dont les mots et les insultes, on va pouvoir les désigner. Le sexisme sophistiqué, le sexisme, quand je dis sophistiqué, chic, celui-ci, il est invisible aux yeux de pas mal de personnes. Est-ce que vous vous rappelez, comme moi, une pub qui est passée inaperçue, je ne sais plus si c'est Gucci, Givenchy, je ne sais pas quoi, une marque de luxe, où cette publicité-là, elle vendait ou du parfum ou des jeans, je ne sais plus, c'était une scène de viol collectif qui a été présente dans tous les abribus, tous les magazines de bourgeois, à la télé, etc. Vous vous rappelez de ça? Il y a une femme qui est au sol, deux hommes qui lui tiennent les bras, un autre qui lui écarte les jambes, un autre qui se met dessus en mode je vais te passer dessus, et tous les autres qui sont, alors pareil comme d'hab, les beaux gosses, les tailles d'abdos et tout ça, les corps désirables, corps normés, hommes désirables, etc. Mais du coup, une pub avec une scène de viol, d'incitation au viol. Bon, ben là, il n'y a pas eu ces réactions. Elle a été retirée rapidement, c'est Dolce Gabbana. Très rapidement. 6 mois. Je suis sûr, elle est... en tout cas, ça c'est un exemple. Mais ces incitations d'appel à la violence et au viol, bon, puis après vous avez vu chez nous en France l'affaire de Dominique Strauss-Kahn par exemple. C'était quand même le droit de cuissage, ça n'est qu'un troussage domestique. Bon, ben, cette brutalité-là du discours de nos classes dominantes, des classes bourgeoises, supérieures, blanches, toutes propres sur elles, soi-disant féministes et émancipées, le problème du sexisme aujourd'hui, pareil, Elisabeth Badinter, vous la connaissez aussi un petit peu, qui nous dit en France que le sexisme est résolu. Chez les juifs et les chrétiens, il n'y a plus de sexisme maintenant. Le problème, c'est le sexisme de l'islam. Bon, ben, MeToo, c'est pas mal, parce qu'en termes de comparaison, d'analyse stratégique, qu'est-ce qu'on a fait reculer dans le patriarcat et les violences faites aux femmes et les viols en désignant les classes populaires sexistes ou le rap sexiste en 30 ans? Et qu'est-ce qu'on a fait reculer et fragiliser dans le patriarcat sur la campagne MeToo, qui pour une fois celle-ci montrait le système structurel de l'autorisation de la violence faite aux femmes et des viols et du harcèlement des agressions. Et c'est notamment le moment où il y a eu une fissure dans les rapports de force.
c'est notamment quand les couches moyennes et les classes supérieures sont visibilisées dans leur rôle central dans le maintien du patriarcat et des violences. Du coup, là, je pense qu'il y a une réflexion stratégique à avoir. À quoi ça sert quand on cible certaines victimes, certaines... excusez-moi. Non, pas certaines victimes. Certains acteurs du sexisme. D'accord? Excusez-moi pour le terme victime. De certains acteurs du sexisme et qu'on en invisibilise d'autres. Moi, c'est à ça que ça me ferait penser sur la question du rap. Alors, puisque vous patriarcat, lutte contre le patriarcat, le sexisme, j'aimerais vous poser une question à tous les trois qui émane de deux questions sur l'écriture inclusive. Savoir dans vos approches respectives, vous, si vous estimez que c'est un moyen de lutte efficace contre les discriminations, contre le sexisme, et qui permet de renverser les processus de discrimination, ou si c'est un truc d'un vélo, comme Laurence l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que les ateliers d'écrivain public, par exemple, ont une réflexion sur le genre et la langue? Disons que sur ces questions-là, il y a cette réalité qui a été évoquée tout à l'heure, effectivement, que ça reste accessible et lisible à toutes et à tous, et que pour des personnes qui ont déjà des difficultés à maîtriser leur français, si on ajoute le poids médian, si on ajoute ces choses-là, ça peut parfois rendre les choses un petit peu difficiles. Maintenant, comme ça a aussi été dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de, par moment, nommer mesdames, messieurs, ou les écrivaines et les écrivains publics, qui sont des choses qu'on fait aussi assez régulièrement. Et là, je pense que je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui, au sein du réseau, est une réflexion. Il y a des modules genre, il y a eu des formations genre chez PAC qui existent, et il y a des ateliers d'écriture aussi, mais qui ne ciblent pas nécessairement ces questions-là. Il y a des ateliers d'écriture, notamment de femmes en prison, à la prison de Lantin, qui peuvent témoigner de leur vécu de femmes dans cet univers-là, mais pas vraiment de réflexion très profonde sur toutes ces questions-là. Je pense que je vais là aussi, cette fois encore, rendre la parole aux experts. Mais disons que vous voyez un peu la manière dont je travaille, ce que ça a cristallisé est révélateur. C'est-à-dire que c'est pas anodin de travailler sur les insultes qu'on reçoit quand on pratique l'écriture inclusive. Les gens qui la défendent ou simplement la promeuvent, la pratiquent, ne vont pas insulter évidemment ceux qui ne la pratiquent pas. Ça serait contre-productif. Et donc là, on voit dans cette violence, mais ce qui est une violence en fait qui est ancrée dans notre rapport amoureux à la langue. On parle de cette catégorie des amoureux de la langue, les mots moches, etc. Le problème de la linguistique, c'est qu'évidemment, mon objet est un objet qui appartient à tous et sur lequel tout le monde a une réflexion. Il y a cette capacité réflexive, on réfléchit à ce qu'on dit et aux effets de ce qu'on dit, et on le partage. Et en ça, les linguistes peuvent se sentir évidemment dépossédés de leur objet. Ce qui fait que avancer, c'est compliqué, parce que par ailleurs, quand on veut avancer sur la réforme de l'orthographe, où là les linguistes sont plutôt tous d'accord, on se heurte évidemment de nouveau à quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel, le pH de nénuphar, la beauté de la langue, et qui en effet se tient dans un discours qui est extrêmement élitiste, mais qui a aussi été intégré parfois, notamment par les colonisés, une série Alain Mamankou, des gens comme ça vont prendre des positions qui sont celles de l'Académie française et pas d'écriture inclusive, par exemple. Là, il n'y aura pas les alliances de classe, de race et de sexe, par exemple. Donc, moi, ce que je vois, c'est que par rapport justement au public étudiant que j'ai, ils se disent, tiens, il y a quelque chose. Et ils ont envie d'écrire en écriture inclusive, d'essayer. Alors, écriture inclusive, ça veut dire aussi essayer de développer ce qui relève de l'épicène. C'est pas seulement le point médian. Je veux dire, par exemple, la communauté universitaire. Ça permet aussi, en effet, comme je le disais dans l'exemple, là, quand on dit les paysans et les paysannes, ça veut dire quelque chose, parce que si c'était que les paysans hommes, les femmes, elles n'y avaient pas droit. Donc, dans la visibilité sociale de cette écriture, qui est d'ailleurs pratiquée, c'est presque devenu un business. Les entreprises, maintenant, font des formations en écriture inclusive, etc. C'est aussi le féminisme qui devient un peu business. Bon, voilà.
si on doit passer par là comme stratégie, pourquoi pas. Mais donc, voilà, moi c'est plutôt... je pense que c'est pas un combat anodin. Alors après, moi je n'ai pas un fétichisme du point médian, hein, s'il y a la double flexion, si on fait l'accord de proximité, voilà. Mais en tout cas, on réfléchit, et quand on commence maintenant, mes cours, c'est chaque fois étudiant-étudiante, et si je dis étudiant, je vois des garçons. Donc voilà, alors, il y a des stratégies à l'oral, il y a des stratégies à l'écrit, mais je pense que de nouveau, c'est des cadres qui bougent, et faire bouger la langue, c'est long, et si on peut en effet, comme je le disais, accorder d'une part, militer pour une orthographe plus simple, notamment supprimer l'accord de participe passé avec avoir. Ça c'est préconisé depuis 1901. Ça laisserait des tas d'heures de cours en plus, et peut-être se dire, tiens, focaliser sur des questions de langage et de représentation du féminin dans la langue. Moi, en tout cas, les premiers réflexes que j'ai par rapport à ça, c'est étant donné que les experts en lutte contre le patriarcat et féministes posaient que c'était une des stratégies de transformation sociale. Moi, j'y avais pas pu créer, du coup, ça fait un bout de temps que donc j'essaie d'apprendre à pratiquer l'écriture inclusive. Je fais exprès de dire comme je viens de le dire, c'est bien entendu, quand les premiers concernés identifient une stratégie, d'abord, réflexe, on y accorde du crédit. Et après, peut-être, on discute, parce que moi, je commence par ça, donc moi j'essaie de le faire. Je ne sais pas si je le fais systématiquement dans tous les écrits. Je vais demander, tiens, est-ce qu'à l'époque de la sortie du dictionnaire, on l'avait fait? Je ne sais plus. Moi, je crois que dans mes articles, clairement, ça y est. Mais en tout cas, du coup, en termes de. Une des stratégies possibles pour créer du rapport de force, puisque le langage crée du rapport de force, modifier le langage, ça modifie le rapport de force aussi, j'y crois beaucoup. Tout comme le fait de. En fait, c'est aussi une lutte contre une forme de décolonisation universelle. La langue, elle est surtout une langue qui valorise et montre les hommes blancs de classe supérieure. L'écriture inclusive sur les questions de genre, ça affaiblit la domination masculine et hétérocentrée. Je pense qu'on a le même type de réflexion à avoir sur la décolonisation raciale, entre guillemets, l'européocentrisme du savoir aussi, à travers la langue. Et là, sur la question des classes, ça, je pense qu'on est un peu en retard là-dessus. Sur quel langage rapprocher le langage du langage écrit ou oral des classes populaires aussi, on en va là-dessus, mais on est un peu faible, je crois. Après, un petit élément de limite, c'est effectivement sur le même aspect que, attention, il y a toujours une tendance à chaque acquis des luttes des dominés, d'une tentative de réincorporation et d'intégration des acquis des luttes par la domination. Donc là, la marchandisation, c'est un écueil possible, effectivement. Un autre écueil, c'est de reposer l'élitisme dans le maniement de l'écriture inclusive. Du coup, il y a l'élite, ceux qui savent, ceux qu'on ne peut pas approcher, qui sont machos, parce que moi, je fais l'écriture inclusive. Par contre, toi, vraiment, tu n'es pas tout à fait civilisé parce que tu ne fais pas l'écriture inclusive. Attention à ces dérives-là possibles, de ce petit sentiment narcissique, aristocratique, de ceux qui sont experts en féminisme, parce que maniement l'écriture inclusive. Chez les mecs, là, moi je le vois, c'est très bien, on a l'impression de... hop, je fais l'écriture inclusive, hop, c'est plus le qu'on pointe du doigt. C'est assez efficace pour les mecs de se sentir plus inscrits dans leur propre rôle dans le patriarcat. Et pareil, vers qui on a des exigences sur ces stratégies-là, moi j'aurais là c'est à titre perso, moi où je porte mes valises, une grosse exigence sévère et dure sur les classes moyennes et les classes supérieures, sur la question de l'écriture inclusive, pas du tout la même surexigence vis-à-vis des classes populaires qui ont d'autres chemins de combat et d'oppression à mener. Du coup, par contre, moi je maintiens les questions des alliances et je me préserve, voilà pourquoi je le fais, mais je ne vais pas donner des leçons du nouvel. Voilà, ça, je ne vais pas avoir cette posture-là. Et je suis par contre convaincu que, à partir du moment où la langue, l'écrit ou l'oral, c'est des usages, des pratiques, au plus on pratique, au plus les codes vont redevenir banals. Pour l'instant, ça ne l'est pas, ça surprend l'œil, ça gratte l'œil. Mais tout comme la masculinisation des mots, elle a été imposée fortement depuis 2, 3, 4, 5 siècles, un truc comme ça, là, c'est assez récent, il y a plein de mots qui ont été masculinisés. Bon, je suppose qu'au début, ça devait gratter l'œil, maintenant on a l'impression que c'est naturel depuis la nuit des temps, masculin renforce au féminin. Non, c'est une construction sociale et historique qui a été banalisée. Rebanalisons l'égalité dans le langage, très bien, ça prendra un peu de temps, mais on va y arriver. Avant de donner la parole à ça, je voulais... Oui, chose aussi. Mais justement, en formation d'écrivain public, il y a quelques années, on avait un module sur le genre, et une des formatrices nous a dit
Oui, vous avez une charte des écrivains publics, et vous avez une majorité de femmes. Et maintenant, c'est devenu la charte des écrivaines et écrivains publics. Voilà. Juste demander, en fait, est-ce que, là-dessus, à partir de nos approches respectives, vous avez des idées de revendications politiques qui seraient apportées? Je pense singulièrement pour le langage administratif. Est-ce qu'il n'y aurait pas une demande à porter que l'administration, tout simplement, rende son langage plus ordinaire, plus proche, je ne sais pas, par exemple celui qui est parlé dans les médias, que ce soit à égalité? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est possible? Oui, ça fait, comme je l'ai dit, partie de nos missions, et c'est assez intéressant de voir comment ça percole. Parce que on forme des écrivains publics, on en forme depuis longtemps, et qui travaillent dans différents endroits, qui viennent de différents secteurs. Et on a notamment une écrivaine publique qui a été formée et qui travaille à la caisse d'allocation familiale, et donc qui, depuis, est extrêmement attentive parce que les documents qui sortent de chez Famille Fait, de la caisse d'allocation familiale, soient accessibles à tous. On a un écrivain public qui est juriste et qui milite dans l'association pour un langage juridique clair. Et donc, voilà, on voit déjà qu'il y a un travail comme ça qui est en train de se faire et qui est porté par les écrivains publics eux-mêmes, à leur niveau, de là où ils ont vraiment un pouvoir d'action, de travailler sur cette simplification du langage administratif. En ma posture de dominante universitaire, mais que j'essaye de rendre de plus en plus, d'aller vers la cité, soit en développant en effet des objets, des outils pédagogiques, comme par exemple l'expo Salop, où évidemment il y a des publics qui se rencontrent à partir de problématiques sociales, culturelles et politiques. Alors, dans ma niche, il y a le Conseil de la langue, sur lequel on peut agir. Le Conseil de la langue, évidemment, ne m'aime pas beaucoup parce que je n'en fais pas partie et je ne tiens pas les propos qui défendent, parce qu'ils sont très très rétifs à l'écriture inclusive, mais je continue quand même à militer et à voir comment on peut avancer aussi sur la question de l'orthographe, de la réforme. Donc ça, c'est... Et puis aussi sur les questions où on peut produire des études scientifiques à partir des demandes de terrain. Par exemple, on a produit une étude sur le harcèlement sexiste dans les transports publics qui avait été demandée par le Parlement wallon. Et on voit évidemment qu'on est dans un contexte favorable. Ça peut être aussi évidemment utilisé par les politiques pour mettre dans leur façade, mais en même temps, là, ils peuvent plus se contenter de façade vu tout ce qui a été mis sur la place publique. Et puis, j'essaie de développer quelque chose sur, après MeToo, après la narration, après avoir dit ce qui se passait, comment riposter. Cette riposte, évidemment, comme je suis linguiste, j'essaie de me dire, tiens, dans l'éloquence, dans justement apprendre, comme tu disais, par rapport aux classes populaires, pouvoir porter sa parole publique et qu'elle soit écoutée, parce que tu as une vision, je trouve, très optimiste du locuteur-fauteur sur le net, parce que je travaille sur ça, moi, sur celui qui dit je fais des fautes et je vous emmerde, parce que dans certaines communautés, au contraire, celui qui fait des fautes est rappelé à l'ordre en disant va voir ton bécherel, arrête de discuter, tu sais même pas penser parce que tu sais pas écrire. Donc cette violence-là, normative, on la voit encore, elle est encore très très excluante. Donc la figure du locuteur-fauteur qui s'assume, c'est encore, c'est pas évident en disant oui, je peux écrire de façon décontractée parce que voilà, c'est une parole publique et je ne veux pas nécessairement respecter toutes les règles. Donc voilà, ça c'est les petits champs où j'espère faire avancer les choses. Moi, je ne suis pas calé sur les stratégies à avoir pour créer le rapport de force par rapport à la langue. Mais en tout cas, je pense qu'il y en aura un premier quand il y a des personnes. Alors, j'ai évidemment son nom qui va me rappeler, l'auteur de la glottophobie, Philippe Blanchet. Philippe Blanchet. Déjà, sur le fait qu'on applique, par exemple, une série de conventions européennes sur les langues minoritaires, sur le fait que la discrimination linguistique, etc., existe déjà dans le droit, qu'on applique le droit, ça devrait pas mal. Déjà, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose, qu'on accepte que l'idée même qu'il y a une inégalité, de la domination, de la discrimination au travers de la langue. Déjà qu'on accepte et qu'on applique le droit déjà existant. Sûrement qu'il y a d'autres revendications intéressantes, mais rien que ça. Parce que du coup, ça ouvrirait des espaces aussi de travail concret, y compris pour les gens qui sont sincères et de bonne volonté. Parce que les dominants qui ont intérêt à la domination et qui savent qu'ils dominent, qui ont envie de bouger, donc c'est pas nos cibles. Mais c'est ceux qui, par exemple, ont des idéaux d'égalité, d'émancipation, de respect, de liberté, enfin bref, qui ont envie de réduire les taux de l'oppression, du coup,
mais qui ne savent peut-être pas comment faire, parce que comme je l'ai dit, on est aussi aliéné par nos outils de travail, de pensée institutionnelle. Là, du coup, c'est peut-être des questions des chantiers de travail à avoir. Et je pense que du coup, comme c'est des dominations qui sont invisibles, ou pas très visibles, ou pas très bien comprises, je pense qu'il y a un premier chantier où juste on se dise à titre, commençons par regarder en quoi la langue elle est porteuse de violence éventuellement. Comment ça se traduit? Et que nous disent du coup les féministes ou les communautés LGBT sur la question du rôle de la langue, ce que nous disent les personnes racisées qui subissent le racisme colonial, etc., dans l'analyse qu'ils ont faite de la question de la langue. Que nous disent les personnes issues des classes populaires dans leur vécu. Déjà, commençons par explorer ça. Avant d'abord de dire c'est pas vrai, vous exagérez. Non, d'abord on va écouter, et après on se porte un point de vue, il faut jauger. Mais je pense que dans un premier temps, on a besoin d'écouter, de s'aiguiser le regard, et y compris de sortir de certitudes qu'on a parce qu'on nous a éduqués comme ça. Moi, l'exemple que je prends, tu as raison, c'est très performatif, hein, c'est pas de l'analyse là. Hein. Quand moi, en public maintenant, j'insiste sur le droit à la faute d'orthographe et même au caractère émancipateur de pouvoir le dire, c'est du performatif. C'est un discours là, à ce moment-là, politique, pour soulager, les humilier, les complexer de l'orthographe. Le fait que moi, je vienne avec un statut de sociologue et que je sais que je dis, tout à fait, faisons même des fautes d'orthographe. Et quand je joue au début, vous l'avez entendu, mon petit jeu, c'est aussi la rhétorique. Quand je dis, je vais sûrement faire des fautes de grammaire ou des fautes d'orthographe à l'oral. Alors, c'est une double chose. Je me protège comme dominé parce que je vais en faire pour de vrai, et que je ne contrôle pas. Et donc là, moi, je me protège pour ne pas me sentir humilié parce que je vis toujours des rapports de classe dans ma propre situation. Mais c'est aussi une fonction d'autorisation à un moment donné là. Je soulage aussi à ce moment-là. Et je pense qu'on a besoin de se décomplexer là-dessus. Donc, ce chantier de travail-là est un des éléments, moi, à mon avis, important aussi, c'est revenir au langage des gens. Quels sont les mots que les gens ont envie d'utiliser pour nommer une réalité? C'est quoi leur langage, en fait? Et du coup, se rapprocher des personnes, et peut-être quand c'est toi qui as parlé de la question de la traduction, du rôle de la traduction. Moi, j'y crois beaucoup, là, en fait, à cet espace-là. J'ai pas de problème que des experts en travail social, par exemple, entre eux, ils parlent que d'un vocabulaire de travail social avec des cycles et des logos, qu'il n'y a que eux qui comprennent. Si c'est ce qui leur permet d'avancer vite, de se sentir à l'aise dans leur métier. Là où ça pose problème, c'est quand ils doivent s'adresser à d'autres et qu'on ne comprend rien à leur langue. D'accord? Moi, le problème, c'est pas qu'on ait des langages communautaires, entre guillemets. D'accord? C'est pas ça qui me pose problème, que les linguistes parlent avec un vocabulaire qui n'est pas le mien et que je suis complètement paumé. Si c'est le vocabulaire qui permet d'aller vite pour penser la science dans votre moment de travail, allez-y. Super. Se pose le moment où on doit avoir un langage commun qui ne soit pas évident pour les autres. Et je pense que là, l'enjeu de la traduction, mais qui n'est pas qu'un enjeu de traduction de langue étrangère, etc., c'est aussi un enjeu de traduction de langue professionnelle, de langue de classe, et du coup de langue de genre, etc. Mais je crois beaucoup à la question de la traduction, faire en sorte qu'on se comprenne et qu'on ait une capacité de dialoguer, alors qu'on a des univers professionnels, sociaux ou des appartenances aux classes raciales différentes. Comment on fait pour avoir des modes de langage qui ne sont pas oppressifs. J'ai l'impression que du côté de l'enjeu de la traduction, on aurait beaucoup à apprendre par rapport à ça. Moi, je n'y connais pas assez, j'ai l'impression que c'est une chose. Voilà, il nous reste un gros quart d'heure, et donc maintenant, je vois que vous avez envie de réagir. Et donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne trois questions et qu'on discute ces trois questions. Et après, on prendra une salle encore de trois questions. Voilà, je crois que si on arrive à faire ça, c'est super. Si vous pouvez formuler vos questions, genre en moins d'1 minute, c'est vraiment super. Voilà, allez-y. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que l'écriture inclusive peut devenir un langage commun? Deuxième réflexion par rapport à l'écriture inclusive, est-ce que ce n'est pas une complexification finalement du langage, alors qu'on est dans une société où on essaie d'aller vers l'efficacité et la simplification? Est-ce que ça ne va pas encore déforcer notre langue française par rapport à la langue notamment dominante anglaise, qui elle est reconnue pour sa simplification et son efficacité? Et dernière réflexion, est-ce que, je dirais, la promotion de l'écriture inclusive n'a pas une trop forte connotation politique qui risque de la rendre par principe
ou qu'elle soit rejetée par principe par des personnes qui ne partagent pas la même culture politique. Mais si vous voulez bien, on en prend encore d'autres. Ça va? Ok. Ça marche? Mais on note, hein. On a noté, on retient les idées. Oui. En fait, j'avais la même question de Madame Herbat concernant l'utilisation du terme race. Je voulais juste savoir s'il y avait moyen de revenir là-dessus. Une troisième intervention. Question? Oui? Oh, oui. Oui. Ce qui m'a un peu frappé, c'est que on a parlé de la problématique MeToo, de la version anglaise de Balance ton corps. On n'a pas parlé de Balance ton corps. Par ailleurs, dans MeToo ou Balance ton corps, il y a très peu de présence de femmes s'exprimant issues de l'immigration ou des classes populaires. Donc l'interrogation, c'est quoi finalement? Et par ailleurs, je voudrais poser une deuxième question par rapport, on a parlé du langage administratif, autre chose, et je vais parler du langage pharmaceutique, notamment dans les notices de médicaments. Je suppose que les gens ont des interrogations, notamment chez les écrivains et les écrivains publics, sur la compréhension de ces notices qui sont théoriquement révisées pour être rendues plus simples. Logique et France, on a le même prix. Or, personnellement, tout en un honorable, dominant, blabla, et tout, un télo, et tout, effectivement, il y a des moments où je m'interroge un peu, moi un peu, et donc je me dis, bon, ça devrait être malheureusement bien plus. Merci. Sur MeToo, il y a 3-4 articles qui sont parus la semaine dernière pour justement montrer que MeToo chez les ouvrières américaines, maintenant elles osent le dire parce qu'on avait pu dire en haut. Et donc il y a quand même une ouverture aux classes populaires. Je ne crois pas qu'on ait des chiffres, donc, parce que sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas toujours identifier la classe, même le sexe des gens. Donc, et je crois que ça, tu en avais parlé, hein, le fait que sur ce coup-là, que justement on montre que c'est tout un système structurel et qu'on peut faire tomber des gens en haut, parce que finalement, si Weinstein est tombé, c'est parce que Trump n'est pas tombé. Hein, il était aussi dans la lignée où tout le monde pouvait faire son MeToo sur Trump aussi. Donc je pense que c'est plus complexe. Pour l'écriture inclusive, c'est vrai que c'est une praxis langagière militante. Hein, et c'est comme ça qu'il faut l'écouter. Alors par rapport à l'anglais, ben ça je crois que c'est... la bataille par rapport à l'anglais, je ne dirais pas qu'elle a été perdue d'avance, mais tout notre système de recherche universitaire, maintenant, toutes les recherches en français sont dévalorisées. On met, tous les profs commencent à parler une espèce de globish pour attirer des étudiants étrangers qui parlent mieux anglais qu'eux. Donc il y a une absence totale de politique, de multilingue, qui serait pour moi le vrai lieu d'une université. Donc, ça c'est la diversité des langues, et je trouve qu'on doit écouter cette parole quand on dit ça va complexifier, mais la société est complexe. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours avoir une espèce de simplicité dans les mots, alors que, par exemple, le mot juste n'existe pas? Quel est le mot plus juste quand vous avez un vélo? C'est bicyclette ou c'est vélo? Il n'y a pas un mot qui est plus approprié que l'autre, sauf dans des contextes particuliers. Donc, sur cette question de la complexité, je ne suis pas très d'accord, parce que finalement, on se focalise, c'est un point médian, oui, bon, et alors, si vous regardez la manière dont on écrit l'écriture SMS, ou si on tweet, etc., il y a une complexité là, manifestement, les jeunes, ils l'ont complètement adopté. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pas mal de gens se disent, maintenant on la pratique, et puis basta, on n'en discute plus, on le fait, et on voit si ça bouge par l'usage. Et pas seulement par, vous voyez, des prises de position qui seraient politiques en disant, je suis pour l'écriture inclusive, finalement, on s'en fout. Si on l'a fait et qu'on ne me dit rien, c'est que les gens l'acceptent. Ce que je voulais dire, c'est complexifier aussi dans le sens où on utilise deux mots au lieu d'en dire un. Et donc on rallonge la phrase, les écrivains, etc. Alors qu'avant, vous me dites, moi, quand je vois des écrivains, je vois un homme.
Mais non, moi, le terme générique, que ce soit les écrivains, que ce soit les avocats, moi je n'avais pas forcément un homme ou un homme, une femme, c'était un terme générique, c'était simple. Ah oui, mais ça c'est la vision de la domination tellement intégrée, la générosité. Non, c'est même pas la domination, c'est... Mais on peut renverser. Voilà, il y avait des l'idée. écrivaines, et uniquement des Voilà. écrivaines. On aurait dit des écrivains. Moi, Vous si sonnez tel moins départ, bien. ça aurait été comme ça, bon voilà, c'est quelque chose qu'on a fait. Est-ce qu'on continue à réagir par rapport aux 3 premières questions avec Jessie? Je ne vais pas en dire plus, l'écriture inclusive, Ça va, carrément, puis comme je te dis, je ne suis pas très compétent là-dessus. Mais du coup, peut-être juste sur l'aspect, si ça devient trop long, si c'est ça l'argument, féminisons tous les mots qu'on emploie, et puis voilà. Ce sera plus court, puis les hommes apprendront à s'identifier à l'universel à travers un nom féminin. On a mis sur 2. Après, les solutions, il y en a, si on a envie de les trouver, on va les trouver. Il faut qu'on ait envie de les trouver. Peut-être une remarque aussi sur la question MeToo et balance ton port. Sur la question des femmes de classe populaire issues de l'immigration, je pense que c'est super qu'on écoute les femmes populaires issues de l'immigration sur leur propre avis là-dessus. Parce que les quelques textes, pour ceux qui ont eu envie d'entendre, notamment du coup les afroféministes femmes noires rappellent, vous êtes gentils les blancs à venir nous voir maintenant pour dire alors et vous balancez vos hommes noirs qui sont violents et sexistes, puis du coup elles disent excusez-moi, en fait comment dire, MeToo au départ c'est une afroféministe américaine, une femme noire qui a lancé le mot, qui a lancé la campagne, personne n'a écouté, et elle disait en tant que femme noire je subis le sexisme des hommes blancs sur le monde du travail puisque une bonne partie de mes patrons, hommes, sont des blancs. Et à ce moment-là, on n'a pas trop regardé. Et puis après, quand la campagne MeToo elle est partie, c'est quand on a cru qu'elle était lancée par une blanche que la campagne elle s'est envolée. Donc c'est pas que les noirs ne sont pas présents ou les arabes. En fait, c'est au départ, ils étaient là pour les blancs. Et donc bon, ça c'est un premier élément de questionnement. Deuxième élément de questionnement pour moi, c'est toujours ces équilibres des luttes et des risques d'instrumentalisation des luttes. Globalement, depuis 30 ans, je redis encore une fois, les violences qu'on veut écouter, sur lesquelles on enquête, c'est qu'on regarde le harcèlement de rue, d'accord, c'est pas le harcèlement au travail par exemple. Ça fait globalement 30 ans que le sexisme des hommes qu'on regarde, c'est celui des classes populaires et des hommes immigrés. Et que MeToo, c'est dans ce temps, c'est la première fois que, tiens, pour une fois, on regarde ailleurs. Et aussitôt qu'on a commencé à regarder d'ailleurs, il faudrait vite qu'on retourne à nouveau dans les classes populaires. Mais en fait, on a tout ce qu'on veut depuis 30 ans là-dessus, il y a moult et moult d'études. D'accord ? Et par ailleurs, il faut rajouter un enjeu stratégique aussi, qui explique une des parties du... pas du silence, justement, mais de la non-envie de jouer le jeu qu'on attend de certaines femmes. Et donc ça, c'est pas moi qui pense, c'est certaines femmes qui expliquent ça. Arrêtez de vouloir nous imposer. Comment dire ça ? Il y a 2 éléments, c'est est-ce qu'on en s'intéresse à nous en tant que femmes à ce moment-là, dans ce qu'on vit dans nos épreuves, ou on s'intéresse à nous parce qu'on va pouvoir balancer nos hommes. Parce que si vous attendez de nous qu'on balance nos hommes, alors on ne dit pas. Si vous attendez à nos oppressions de femmes, mais aux nôtres, alors on veut bien. Mais à ce moment-là, écoutez aussi que pour nous, c'est aussi la discrimination en tant que femme sur la question de l'islamophobie et le voile, sur la question du marché du travail, la négrophobie que vivent les femmes, l'enfermement des femmes ouvrières dans la dégradation des secteurs les plus précarisés, les plus pauvres du marché du travail, et que les femmes, le sexisme que vivent les femmes de classe populaire et noires et arabes, enfin les racisées, c'est aussi leur condition de classe qui fait partie de leur vécu de femme. Et leur condition de classe, ça n'intéresse pas grand monde. Une femme ouvrière, on va s'intéresser en tant qu'elle, en tant que femme dans la société aujourd'hui, mais ouvrière derrière. Et du coup, là, c'est marrant, c'est que le féminisme des classes populaires ou des femmes issues d'immigration, il est aussi teinté des questions du racisme et de la classe, et on ne peut pas séparer les luttes. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on ait regardé du côté de cette complexité-là, aussi sur l'articulation qu'elles font elles-mêmes, sur les oppressions multiples auxquelles elles sont confrontées. En tout cas, on se prend des belles beignes à ce niveau-là. Sur la question de la race, c'est un vrai problème qu'on a théoriquement, scientifiquement et politiquement. On a un vrai premier problème, c'est qu'il n'y a pas de bon mot pour parler du racisme. Puisque toutes les catégories qu'on va utiliser sont tous piégées, faussées par le racisme en lui-même. D'accord, on a vite dit, les races biologiques n'existent pas, les races culturelles ou les races civilisationnelles n'existent pas, mais par contre le racisme existe. Et le racisme se base, comme système d'inégalité, de discrimination et d'oppression, sur des races qui n'existent pas. Donc est-ce qu'on balance le mot race, on a fait disparaître le racisme? Pour l'instant, clairement, non.
Et donc il y a plein de gens là qui sont de... Bon, moi je fais partie aussi. Comme il n'y a pas de mots satisfaisants, qui ne soient pas porteurs de racisme, un exemple tout bête, hein. Il y avait pas mal d'auteurs, y compris en sociologie du racisme, qui essayaient de dire, on ne va pas dire race parce que c'est raciste, là, c'est des catégories issues du racisme, on va plutôt dire les discriminations ethniques, les relations interethniques. Il y a pléthore de chercheurs qui ont pensé ça. Ouais, mais le problème, c'est que le mot ethnique, c'est le nouveau mot qui remplace la race et qui est bourré de racisme. Exemple très concret, c'est qui les ethnies? Eh bien, c'est tous les pays anciennement colonisés. Ou les pays, les Slaves, il y a des ethnies. En Afrique, les Bambara, c'est des ethnies, etc. Et puis en Belgique, ou en France, nous, on n'est pas des ethnies, les Occidentaux, on est des peuples, des citoyens. Bah, donc en fait, l'ethnie, c'est un instrument de la domination raciste, complètement. Des relations, enfin bref, d'accord? Donc en fait, on est vraiment emmerdé, ce qui fait qu'on a un certain nombre à essayer de dire maintenant, en fait, comme ça grince dès qu'on parle du mot race, bah justement, gardons-le pour garder l'inconfort que ça pose, alors qu'on a l'impression que ça grince plus quand on utilise des mots comme l'issue de la diversité, l'issue de l'immigration, même racisé, ou qu'est-ce qu'on a encore d'autre, enfin bref, il y a plein de mots, où, comme je l'ai dit, ethnie, on a l'impression des fois qu'il y a des mots qui remettent du confort et qui permettent de penser les choses. Tous ils sont pollués. Pourquoi issu de l'immigration? En France, quand on dit issu de l'immigration, on ne pense pas aux Belges, on ne pense pas aux Allemands, on ne pense pas aux Suédois, issu de l'immigration, ça veut dire les Noirs et les Arabes. En fait, à chaque fois, issu de la diversité, bon bah ouais, mais quand t'es blanc, t'es dans la diversité ou t'es en dehors de la diversité? Ah bon, la diversité, de nouveau, c'est les autres. Donc, de nouveau, c'est le principe du racisme qui structure ça. Donc, quelque part, on a un certain nombre, comme ça grince, et heureusement que ça grince, utilisons le terme de race, mais en ayant une analyse sociologique et non pas une analyse biologique et raciale. Ce sont des races sociales, construites socialement par le racisme, qui ont plusieurs visages. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on essaye d'avancer là-dessus. Donc effectivement, on n'est pas là pour réhabiliter les races, hein, mais par contre on constate qu'il y a quand même bien de la domination raciste, et c'est surtout la domination raciste qu'on veut abolir. Et on espère quand on aura aboli le racisme, pas cette domination, en fait l'idée même de race aura plus de signification. Si je peux me permettre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est terminé. Mais j'en ai une bonne, c'est qu'on peut encore prendre 2 questions. Donc, mais vite, deux petites quoi, ça va? Ok, 2 questions ici, c'est parti. D'abord, merci beaucoup. Je fais un constat, je travaille dans des logements sociaux à la Cité Modèle à Laken, et je trouve qu'il y a peu de personnes parmi nous d'origine africaine ou subsaharienne. Donc c'est un premier constat que je voudrais aussi constater par rapport à tout ce qui a été dit, que pour travailler avec une population grosso modo homogène au niveau du peu de scolarité, finalement je me suis rendu compte qu'il y avait une constitution de langage un peu comme les jumeaux, et que c'est très très important, et principalement pour les jeunes adolescents, d'avoir un langage très insultant qui les identifie. C'est des questions, c'est des réflexions, hein, je n'ai pas de jugement de valeur du tout. Et donc je trouvais que, outre le fait que c'est tout à fait passionnant, scientifiquement tout à fait intéressant, par rapport à mon expérience de terrain, je me sens un peu en décalage. Et par rapport à la race, justement, il y a sans arrêt, on me dit, tu vois, ces gens-là sont racistes. Mais ils ne sont pas racistes envers les Maghrébins. Quand on me dit, ces gens-là sont racistes, ils me disent, tu sais, toi, qui es blanche, ben, ils sont racistes envers toi. Et ce ne sont pas des blancs qui nous disent ça. Donc tout est inversé en fait. Et c'est pour ça que je faisais le constat de ce public aujourd'hui, parce que ça ne correspond pas du tout à mon expérience quotidienne. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, je voulais renforcer le propos de Stéphane tout à l'heure, quand Aurélien posait la question qu'est-ce qu'on fait aux écrivains publics. Je voudrais quand même rappeler peut-être que ça fait une quinzaine d'années, je dirais à peu près, qu'on se questionne au PAC sur la question du genre et qu'on tente de l'intégrer partout dans nos pratiques, et particulièrement au sein de la formation des écrivains publics. Et à l'époque, je m'étais étonnée quand j'étais arrivée qu'il y avait 99% de femmes qui suivaient la formation, et on disait toujours les écrivains publics. Et qu'à partir du moment où on a féminisé
ou utiliser l'écriture inclusive, enfin, comme vous voulez, ou intégrer le genre dans nos pratiques et dans la promotion, on a accueilli plein d'hommes. Et aujourd'hui, alors évidemment il y a d'autres éléments, mais ça c'en est un. Aujourd'hui, il y a entre 60 et 40% d'hommes et de femmes dans les formations. Et donc c'est simplement parce qu'à un moment donné, on a pu identifier un certain nombre de choses. Ça c'est la première. Puis je pense que ça peut aussi, il y a que semble-t-il, c'est pas juste un point ou l'autre, c'est une conjugaison d'éléments qui vont faire que, donc je disais, nous, la première chose c'est on ne fait pas la leçon aux autres, on essaye de se la faire à soi-même et on essaye de l'intégrer dans nos pratiques. Le débat qui est proposé aujourd'hui s'inscrit dans un plus vaste projet qu'on va mener toute l'année 2018 sur la question de l'écriture inclusive. Il y aura une étude et on va proposer aux écrivains publics justement de travailler ces questions-là et d'organiser des ateliers d'écriture sur ces questions-là pour imaginer d'autres modèles, d'autres mots, d'autres pratiques qui feront peut-être loi un jour. Et donc l'idée aussi de parler de ça, c'est moi j'en reviens quand je vous entends et quand j'entends aussi différentes interventions sur la question d'égalité homme-femme, moi j'en reviens toujours à la pratique du genre. Donc au regard qu'on pose quand on parle du genre, où sont les femmes, où sont les hommes, et quel modèle on a devant soi. Et je pense qu'à partir du moment où on montre d'autres modèles, et qu'on ne valorise pas que les modèles dominants, on apprend aussi aux personnes à savoir qu'il existe d'autres choses, et donc à permettre aux personnes de choisir autre chose. Le rap est aussi une identité. Les jeunes s'identifient à certains éléments, ils ont fait ce choix-là, mais c'est à partir du moment où ils sont conscients de le faire qu'ils peuvent le faire. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur d'autres modèles, d'autres pratiques, pour permettre d'autres choix que celui du dominant. Et du dominé, évidemment, et du rapport de force qui inclut et qui intègre les discriminations. Voilà. Je me permets d'en rajouter une troisième. Bien, merci, parce que là, je voulais quand même prendre la parole même à la fin, pour vous dire qu'il y a quand même un échantillon d'une personne ici de l'immigration afro-européenne, comme je vous l'ai dit, grâce à l'invitation de ma collègue il y a 30 ans, donc on s'est retrouvés aujourd'hui avec Rodjepa. Voilà, donc quand elle m'a invitée, j'ai vu le titre de la rencontre ce jour, le langage outil de domination. Oui, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va dire là-dessus. Et à la fin, je me dis, de toute façon, le langage, c'est un outil d'insertion, parce que là, je suis un échantillon d'une personne qui se retrouve quelquefois dans le camp des dominés ou des dominants, puisque je suis sociologue aussi de formation, politique, conseillère communale dans une ville de la Wallonie. Et j'ai vraiment apprécié tout ce qui a été dit tout à l'heure, qu'on va d'un camp à un autre, mais surtout que on ne peut pas avoir une lutte sur un langage commun sans attaquer d'autres secteurs. Donc elle est multisectorielle, cette lutte-là. Et de toute façon, voilà, on est dans un monde où on peut se permettre des utopies. Et voilà. Peut-être qu'un jour, on aura un langage commun.